Alors que la journée d'école touche à sa fin, une fille hésitante interpelle Higashigumo, lui demandant nerveusement si elle pourrait la remplacer pendant la corvée de nettoyage. Elle explique qu'elle a quelque chose à régler après, espérant une faveur. Higashigumo regarde en arrière, incertaine, se demandant silencieusement si elle peut refuser. Avec un sourire espiègle et un ton taquin, elle refuse rapidement, prétendant qu'elle ne peut pas rater les ventes flash du supermarché plus tard. Son excuse légère laisse la demande en suspens, tandis que la scène se déplace vers une fenêtre tranquille, laissant deviner le poids caché derrière ses paroles. Pendant que les autres finissent de nettoyer et commencent à rentrer chez eux, la protagoniste reste discrètement en arrière, balayant les derniers grains de poussière. Bien qu'elle pense ne pas pouvoir refuser puisque c'est Higashigumo, elle ressent tout de même le poids de la tâche. Plus tard, elle soupire doucement, serrant son sac de courses rempli de provisions, y compris les œufs qu'elle a achetés, avant de sortir dans la soirée. En levant les yeux vers le ciel du soir, la jeune fille se souvient de l'avertissement selon lequel les démons apparaissent au crépuscule, et qu'il ne faut jamais rentrer seul chez soi à ce moment-là. Le ciel serein contraste avec l'inquiétude qui s'installe dans son cœur, alors qu'elle se demande silencieusement ce que sont réellement ces démons, à proximité, des chabailles paresseusement, inconscients de la tension dans l'air. La protagoniste entre chez elle, posant ses courses tout en annonçant calmement son retour. Dehors, la nuit s'est complètement installée, projetant une atmosphère paisible mais étrange. À l'intérieur, un couple partage un moment tendre, l'homme complimentant chaleureusement la femme malgré sa timide protestation. Le léger grincement de la maison emplit la nuit silencieuse pendant que la fille se cache, observant prudemment, elle se dit que la femme a encore fait entrer un autre homme. Dehors, la pleine lune brille intensément, projetant une lueur mystérieuse sur la scène. Tapie dans sa cachette, la fille marmonne doucement que quelque chose a un goût délicieux, les yeux méfiants mais alertes. La créature étrange avec des tentacules éternue de manière inattendue, faisant sursauter le quartier tranquille. Une vieille femme le remarque et fait un commentaire sur l'adorable accessoire de coiffure de la créature, provoquant une réaction confuse de sa part. La femme se demande si la créature a attrapé un rhume pour avoir dormi la fenêtre ouverte la nuit précédente. La fille avec des cornes lève les yeux avec un mélange de curiosité et d'hésitation, serrant fermement son sac comme pour se préparer à ce qui va arriver. La rue calme autour d'elle semble vide, les sons lointains d'une vieille femme et d'un passant s'estompant à l'arrière-plan. Un doux soupir s'échappe de ses lèvres, laissant présager une prise de conscience soudaine ou une inquiétude grandissante. La panique de la fille monte en flèche alors qu'elle attrape frénétiquement ses cornes, criant d'incrédulité, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Son esprit s'emballe, submergé par la réalisation soudaine que quelqu'un approche. Désespérée, elle tente de se cacher, marmonnant anxieusement pour elle-même tandis que la tension monte. La silhouette mystérieuse retire soudainement une grande cape, se révélant avec un sourire décontracté, presque enjoué. La fille, surprise et les yeux grands ouverts, recule en trébuchant alors que l'inconnu s'approche, lui demandant si elle se sent mal. Malgré sa panique, la fille essaie de se ressaisir, ajustant nerveusement ses cheveux tandis que le ton de l'inconnu reste curieusement léger et taquin. L'inconnu se penche avec un regard entendu, lui demandant si des soucis la tourmentent. La fille, décontenancée et rougissante, essaie de nier, soulagée de ne pas avoir été vue dans un moment de vulnérabilité. Alors que l'inconnu s'éloigne, il lui donne un simple conseil sur l'importance de commencer la journée par un petit déjeuner, la laissant à la fois confuse et embarrassée. La fille accepte tranquillement le pain offert, murmurant un merci timide alors qu'elle s'assoit seule dehors. Pendant ce temps, l'inconnu, s'éloignant désormais, tripote un petit appareil en râlant contre le mauvais signal. En repensant à la fille, l'inconnu note avec une pointe d'amusement qu'elle commence à dégager une certaine odeur, suggérant quelque chose de plus profond sous son apparence nerveuse. Depuis le jour où la première corne a poussé, tout a commencé à changer. Lorsqu'elle était surprise ou submergée, la corne apparaissait, mais si elle souhaitait la faire disparaître, elle s'évanouissait. C'est ainsi que, face à ses cours, l'étrange nouvelle réalité de sa condition pesait sur son esprit. Alors que la classe devient silencieuse, elle appelle nerveusement le numéro 28, la voix tremblante. Soudain, une voix mystérieuse que de toute évidence elle seule peut entendre l'incite à recommencer depuis le début. Confuse et isolée, elle réalise que personne d'autre n'entend cette voix étrange, ce qui approfondit l'énigme entourant sa condition. Les enfants regardent un match de football se dérouler sur le terrain, leur attention attirée par les nuages tourbillonnant au-dessus qui ressemblent à une queue de serpent. Soudain, un tir puissant propulse le ballon vers le but avec une force féroce, le ballon s'écrase contre le filet, et les enfants réagissent avec un mélange d'excitation et d'effroi, criant des avertissements alors que la scène s'intensifie.
Le ballon s'écrase dans le filet avec un bruit sec, captant l'attention de tout le monde. La fille qui regarde le match remarque les nuages tourbillonnant au-dessus, les comparant à une queue de serpent, tandis que les autres réagissent avec un mélange de fascination et d'excitation. Soudain, la fille qui tient le ballon s'arrête, perplexe quant à la raison pour laquelle elle se retrouve en possession de celui-ci. Elle ressent quelque chose en elle, comme si quelqu'un d'autre était là, provoquant une sensation étrange qu'elle ne s'explique pas tout à fait. En passant devant une boulangerie chaleureuse, le souvenir soudain du délicieux sandwich qu'elle y a mangé récemment lui traverse l'esprit. Ce moment marque le début d'un changement subtil, alors qu'elle se surprend à répondre à haute voix à une voix qu'elle seule peut entendre. La conversation mystérieuse se poursuit alors que la lune, partiellement masquée par les nuages, semble être lentement grignotée. La fille, désormais dans sa chambre, se demande si la voix étrange peut manger des choses, répondant doucement alors qu'elle se rappelle la voix décrivant divers aliments délicieux, brillants et ronds, des donuts, des pancakes, des dangos et des macarons, tandis qu'un flashback montre une famille marchant ensemble, suggérant un lien nostalgique. La fille rentre seule chez elle, ses pas étant légers mais réguliers sur le chemin familier. Il y a un léger changement dans son rythme, comme si quelque chose en elle la poussait en avant avec une détermination tranquille. Elle murmure un nom au shinonome porteur d'une nuance de non-dit sous ses paroles. La fille est appelée dans la salle des profs, où une conversation sérieuse s'engage. Un membre plus âgé du personnel lui demande si ses parents peuvent assister à une réunion parents-professeurs, insistant pour obtenir une réponse définitive. Elle répond doucement, acceptant de les prévenir si un jour approprié se présente, le poids de la situation étant évident sur son visage. L'homme plus âgé insiste sur le fait que si des raisons financières l'empêchent de poursuivre ses études, des bourses sont disponibles, lui rappelant que ses notes ne sont pas mauvaises. La fille reste silencieuse, perdue dans ses pensées, pendant qu'il l'interpelle sur son avenir. Pendant ce temps, elle prépare tranquillement un repas, répondant doucement que c'est presque prêt, tandis que l'homme suggère qu'elle peut gérer seule la réunion de la semaine prochaine. L'homme explose de rage, frappant du poing sur la table et hurlant qu'il se fiche de son avenir. Il s'en prend à elle, l'accusant d'avoir été abandonnée par ses parents et exigeant de savoir qui l'a entretenue pendant tout ce temps. Sa fureur est brute et implacable, et il lui ordonne de trouver n'importe quel travail après l'obtention de son diplôme, peu importe le prix. L'homme se moque d'elle, balayant ses inquiétudes et lui reprochant de passer son temps à boire avec des hommes au lieu de travailler. Elle avoue tranquillement son manque d'argent, mais il la coupe sèchement en lui disant de se dépêcher, ne montrant ni patience ni sympathie. La tension est lourde alors qu'elle plie sous ses exigences sévères. La femme se tient seule sous la pluie, achetant tranquillement une boisson à un distributeur automatique, ses mouvements étant lents et détachés. À l'intérieur, elle remarque que la porte a été laissée non verrouillée et hésite avant d'entrer. Une tension silencieuse persiste alors qu'elle pénètre à l'intérieur, consciente que quelqu'un d'autre s'y trouve déjà. La pièce semble vide et silencieuse, sans personne en vue malgré la porte non verrouillée. Elle inspecte l'espace, son expression étant prudente et incertaine, se demandant qui pourrait être là. Alors que l'horloge tourne régulièrement, elle s'avance plus profondément à l'intérieur, ses pas résonnant doucement dans la maison calme. Ses yeux s'écarquillent de choc lorsqu'elle aperçoit un homme à l'intérieur, sa main serrant un paquet de cigarettes. Elle l'interpelle prudemment, incertaine, tandis que le paquet de cigarettes glisse de ses mains, tombant sur le sol avec un bruit sourd. La porte s'ouvre en grinçant pour révéler une silhouette monstrueuse et grotesque tapie à l'intérieur, ses grands yeux exorbités fixés sur un bras sectionné qu'elle mord avec une intensité dérangeante. La forme tordue et la posture contre nature de la créature envahissent l'espace étroit, projetant une présence glaciale. Une main, probablement celle de la femme, hésite juste à l'extérieur de l'embrasure, figée entre le choc et la peur. Le choc de la femme s'accentue lorsqu'elle réalise que la créature suce le sang du bras sectionné. Une voix désespérée appelle à l'aide depuis l'intérieur. Elle prend son courage à deux mains, agrippant fermement la poignée de la porte, déterminée à intervenir malgré la terreur qui la saisit. La femme affronte la silhouette monstrueuse, l'accusant de trahison et exigeant de savoir pourquoi elle cherche à s'enfuir. La créature, désespérée et provocatrice, brandit un grand couperet, lui intimant l'ordre de la laisser derrière elle. Malgré ses menaces, la femme lui saisit fermement le bras, refusant de l'abandonner dans son état pitoyable. Ses yeux écarquillés reflètent un mélange de choc et de détermination alors qu'elle serre fermement le couperet. Soudain, un mouvement rapide la prend au dépourvu, et la lame glisse, la frappant dans une éclaboussure de sang. Malgré la douleur, son regard intense reste verrouillé sur l'instant, inflexible. Le sang coule abondamment du membre sectionné, s'accumulant sur le sol alors que la femme s'effondre sous le coup du choc et de la douleur.
ses cris d'angoisse résonnent dans la pièce, les yeux grands ouverts par un mélange de peur et d'incrédulité, malgré l'agonie, une lueur de reconnaissance traverse son regard, alors que la glaçante réalité de la situation s'impose à elle. Au milieu d'une neige qui tombe doucement, un petit enfant tend le bras, appelant sa mère avec un fragile espoir, sa main tremblante s'agrippe fermement tandis qu'elle s'excuse à voix basse, la nuit froide l'enveloppant comme un linceul, le désespoir silencieux dans ses yeux en dit long, cherchant du réconfort dans la rue enneigée et silencieuse. L'enfant appelle doucement sa mère, lui expliquant qu'elle doit aller dans un endroit où elle ne peut pas l'emmener avec elle, elle lui demande de l'attendre là, sa voix étant à peine audible à travers la neige qui tombe, malgré le froid et l'incertitude, l'enfant acquiesce silencieusement, sa petite main se tendant pour serrer la sienne dans une fragile promesse. L'enfant se tient seul sous la neige qui tombe, son souffle étant visible dans l'air froid, alors qu'elle accepte silencieusement la douloureuse vérité, peu importe le temps qu'elle attendra, sa mère ne reviendra jamais, la dure réalité s'installe, brisant à jamais le lien fragile qui les unissait. Le garçon se penche soudainement, demandant avec impatience si l'histoire va continuer, son énergie vive contraste avec la surprise tranquille de la fille, qui l'observe avec un mélange de curiosité et d'hésitation, leur échange enjoué brise la tension, laissant présager un lien naissant entre eux. Une voix soudaine rompt le silence, la poussant à lever les yeux avec un mélange de confusion et de prudence, elle demande doucement, « Qui est-ce » Sa curiosité sur la défensive laisse entrevoir l'incertitude qui plane encore autour d'elle. Le garçon se penche avec un sourire entendu, pointant directement la fille du doigt alors qu'il révèle une vérité saisissante, un vampire a investi son corps, ses paroles pèsent lourd dans l'air, avertissant que si rien ne change, ils sont tous deux condamnés à périr. Les yeux grands ouverts de la fille reflètent le choc et la peur de cette sinistre révélation. La fille balaie l'avertissement du garçon avec une indifférence froide, mais le regard intense de ce dernier révèle son sérieux inébranlable. Autour d'elle, des silhouettes de l'ombre chuchotent de cruelles rumeurs la traitant de ratée, se demandant si elle a des amis et se moquant de son apparence. Ces voix dures révèlent une douloureuse vérité, elle a été abandonnée par ses propres parents. Malgré la cruauté à laquelle elle fait face, qu'elle soit ignorée, insultée, ou qu'on lui jette même des objets, la fille reste extérieurement impassible, insistant sur le fait qu'elle n'est pas triste, mais à l'intérieur, la douleur de la solitude et du rejet la blesse profondément, et sa supplique silencieuse révèle un espoir désespéré d'être vue et de marquer les mémoires. Même dans l'isolement, la souffrance de la solitude persiste, un chagrin silencieux auquel elle ne peut échapper. Sa voix tremblante rompt le froid silence, « Ne m'abandonne pas !» Soudain, une pièce de monnaie s'écrase au sol et, sans hésiter, elle s'élance vers l'avant, saisissant le visage du garçon avec une urgence désespérée. La frustration du garçon déborde et il s'emporte, exigeant que la fille s'exprime et montre un peu de volonté. Ses paroles dures la touchent profondément, insistant sur le fait que si elle est prête à mourir, elle devrait au moins avoir la force de tuer les autres aussi. Malgré la cruauté de ses propos, la fille se replie sur elle-même, reconnaissant silencieusement la douloureuse vérité qu'il hurle. Les larmes coulant sur son visage, elle crie son angoisse, confessant à quel point elle déteste la personne qu'elle est devenue et souhaite désespérément changer. Sa vulnérabilité brute éclate alors qu'elle supplie qu'on lui permette de devenir qui elle veut. L'expression stupéfaite du garçon révèle le poids inattendu de cette confession sincère. Le garçon se recule avec un sourire narquois, amusé par la lutte désespérée et l'émotion brute de la fille, son rire désinvolte fend l'attention, se moquant de sa douleur alors qu'elle s'accroche à l'espoir d'un changement. La fille, tremblant encore, lève les yeux vers lui avec un mélange de confusion et de détermination, se préparant à ce qui va suivre. Avec un sourire confiant, il se penche tout près et déclare qu'il va la changer. Malgré sa surprise et son malaise face à cette proximité, il réclame son sang vivant en échange de cette transformation, laissant présager un lien plus profond, potentiellement surnaturel, entre eux. D'une voix douce mais résolue, elle accepte la transformation, peu importe le prix. Alors que le rituel sinistre commence, des bruits inquiétants de craquements et d'écrasements remplissent l'air, signalant le début d'un pacte sombre et irréversible. La scène se déplace vers le garçon, désormais inconscient, pris dans les affres d'une métamorphose étrange et douloureuse. Avec un sourire tordu et une lueur de triomphe dans les yeux, elle déclare le rituel accompli. Les retombées inquiétantes de la transformation flottent dans l'air alors que sa main griffue se tend vers l'avant, scellant le pacte sombre qui vient d'être forgé. Soudain, un coup violent s'abat, projetant le garçon en arrière avec une force brutale, son corps s'écrase contre le sol, l'impact résonnant dans la pièce. À proximité, une silhouette choquée trébuche, luttant pour comprendre cette intrusion violente. La fille,
ses cornes projetant des ombres inquiétantes, sourit avec un charme tordu tandis qu'elle taquine le garçon, lui rappelant les présentations qu'il vient de faire. Son assurance troublante envahit la pièce, laissant deviner un jeu plus sombre et plus profond qui se joue entre eux. Le garçon est paralysé par la terreur, incapable de bouger ou même de crier alors qu'une silhouette monstrueuse et grotesque se jette sur lui. La panique l'envahit, son esprit hurlant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» tandis que l'étreinte de la fille se resserre impitoyablement, son visage étant déformé par un plaisir effrayant. L'impuissance et la peur le consument alors que le cauchemar se referme sur lui. La silhouette monstrueuse projette violemment le garçon au sol, sa forme grotesque faisant trembler la pièce avec une force brutale. Au milieu du chaos, une voix glaçante murmure qu'on se perd soi-même, comme si l'identité s'échappait. La fille se tient calmement au milieu des décombres, se demandant si c'est vraiment la fin. La fille, désormais seule, laisse échapper un soupir de lassitude alors que la présence monstrueuse s'estompe, ne laissant derrière elle que sa queue remuante. Elle marmonne, ennuyeux, l'expression vidée, tandis que l'atmosphère troublante persiste. Malgré le calme, une lueur d'inquiétude demeure, laissant entendre que le cauchemar n'est peut-être pas tout à fait terminé. Avec un regard féroce et le poing serré, la fille prévient que les choses ne deviendront pas plus dangereuses que cela. Ses paroles portent un poids lourd, laissant entendre que ce qui est à venir brisera tout espoir résiduel. Un faible cliquetis résonne tandis que son corps bouge de sa propre volonté, suscitant une lueur de soulagement. Elle se souvient de ce jour dans la neige, ayant l'impression que son véritable être perdu aux côtés de Yuki pourrait enfin être retrouvé. Avec une tranquille résolution, elle adresse une salutation hésitante au monde humain dans lequel elle s'apprête à rentrer. Un sourire faible et fragile illumine son expression lasse alors qu'elle répond doucement « Ouais ». Dans ce moment de calme, une lueur de chaleur et d'espoir brille à travers les ténèbres qui l'entourent. Malgré le calme fragile, son corps la trahit soudainement, tremblant de manière incontrôlable alors que l'épuisement prend le dessus. Elle lutte pour rester debout mais s'effondre sur le sol, le poids de son calvaire finissant par la submerger. La faible lueur d'espoir vacille alors qu'elle succombe, laissant son destin incertain. Avec un soupir de lassitude, l'homme aux cheveux tressés s'accroupit à côté de sa forme inanimée, reconnaissant silencieusement son succès pour en avoir capturé une vivante. Malgré l'environnement sinistre, il n'aspire à rien d'autre qu'à rentrer rapidement chez lui, laissant le destin de la fille lié au vampire incertain. Depuis longtemps, la protagoniste se découvre inconsciemment attirée par les sourires qu'ils viennent de ses parents, de ses amants ou d'amis partageant un éclat de rire. Déterminée, une voix déclare « Alors, je te changerai », tandis que la jeune fille se demande si elle sera un jour capable de sourire elle aussi. Ligotée et vulnérable, la jeune fille se réveille sous des lumières crues, son corps tremblant d'épuisement. Du plus profond de sa sombre réalité, elle a désormais conclu un pacte avec un vampire, une étape irréversible qui va tout changer. Alors qu'elle ouvre lentement les yeux, la confusion et la peur la saisissent, pressentant le destin inconnu qui l'attend. La confusion envahit son esprit alors qu'elle observe la pièce stérile remplie de bocaux étranges et d'outils chirurgicaux, son corps toujours ligoté et vulnérable sur la table froide. La panique monte. Où est-elle? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Le souvenir vif d'une lame lui transperçant le cou hante ses pensées tandis qu'elle lutte pour reconstituer cette terrifiante réalité. Un homme portant des lunettes noires lui lance un joyeux « Bonjour ». Malgré l'atmosphère tendue, son attitude décontractée contraste radicalement avec la peur et la confusion qui paralysent encore la jeune fille alors qu'elle tente de comprendre où elle se trouve et ce qui se passe. La présence d'autres personnes dans la pièce laisse présager une situation étrange et troublante. La réalité lui apparaît enfin alors qu'elle assemble les pièces d'une horrible vérité. Ce n'est pas un hôpital, mais un centre expérimental. La panique la submerge lorsqu'elle entend les médecins discuter calmement de prélèvements sanguins et de dissections, confirmant ses pires craintes. Ligotée et impuissante, elle supplie désespérément pour sa vie alors qu'une seringue plane dangereusement au-dessus d'elle. La jeune fille, calme mais déterminée, explique qu'elle cherche son père depuis le début de la matinée. L'homme aux lunettes de soleil la salue joyeusement, bien qu'il avoue que son père n'est pas encore passé. Leur conversation décontractée contraste avec la tension sous-jacente de la situation. Le soulagement envahit la captive lorsqu'elle apprend qu'elle est sauvée, mais ses ravisseurs sont stupéfaits par l'apparition soudaine d'une femme d'une beauté éclatante. L'homme révèle qu'ils l'ont capturée la nuit dernière, un vampire sous forme humaine, et se demande si quelqu'un a déjà vu un être semblable. La mystérieuse femme s'avance, captivant toute leur attention. Avec une farouche détermination, la femme mystérieuse s'élance vers l'avant, affichant son intention de tuer. Les yeux de la captive s'écarquillent de choc face à cette attaque soudaine qui prend tout le monde de court. L'homme lève soudainement la main, ordonnant à tout le monde de s'arrêter.
la tension monte d'un cran lorsqu'ils révèlent la véritable nature de leur captive, un vampire, l'ennemi de l'humanité qui se nourrit du sang des vivants. L'atmosphère s'alourdit de peur et d'incrédulité à mesure que la révélation fait son chemin. L'homme explique que leur mission au sein de l'unité anti-vampire n'est pas seulement de tuer les vampires, mais de les capturer, de mener des expériences et de les étudier afin de les vaincre définitivement. Il conseille de ne pas être trop rigide, affirmant que l'esprit doit être tendre comme du pain frais. Pendant ce temps, la captive déglutit nerveusement, se demandant si elle est vraiment si dangereuse, alors qu'une femme ordonne calmement à quelqu'un de la détacher. L'homme, désormais confiant et détendu, suggère de soumettre la captive à un test pour voir si elle se révélera vraiment utile à l'avenir. La femme écoute attentivement, tandis que les autres personnes présentes réagissent avec surprise et curiosité. De son côté, la captive reste attachée, son visage exprimant un mélange d'incertitude et de résignation. La captive, désormais seule dans une forêt dense, regarde autour d'elle avec nervosité en entendant un léger bruissement à proximité. Confuse et méfiante, elle se demande à quel genre de test elle va devoir faire face. Les bois calmes et de bon augure l'entourent, accentuant son incertitude. Une conversation tendue s'engage lorsqu'un personnage insiste pour confirmer un élément important, provoquant une réaction de choc chez un autre. Entre-temps, une remarque informelle sur la recherche du père de quelqu'un ajoute à la confusion. La scène se déplace vers une zone sauvage et envahie par la végétation, laissant présager de profonds mystères liés à ce père. Seule dans la forêt, la captive se retrouve soudainement face à une créature grotesque et monstrueuse, dotée d'un œil unique et menaçant et de tentacules grouillants. Cette rencontre sinistre la laisse pétrifiée, partagée entre la peur et la confusion alors que l'être étrange la domine. La captive se débat désespérément, tendant le bras alors que la créature monstrueuse la traîne sur le sol, son corps meurtri et endolori. Elle appelle à l'aide, la panique montant en réalisant qu'elle est totalement seule. Pendant ce temps, une silhouette calme et menaçante l'observe, lui demandant froidement ce qu'elle compte faire ensuite. La créature monstrueuse arrache violemment l'œil de la captive de son orbite, le sang jaillissant tandis qu'elle se moque cruellement de son réveil tardif. Malgré l'horreur, la jeune fille lâche un bâillement de fatigue, piégée entre l'agonie et l'épuisement. La silhouette cornue et blessée grogne avec un sourire tordu, avertissant que personne ne devrait oser le défier. Non loin de là, un homme calme aux lunettes de soleil sourit d'un air entendu, laissant entendre que la véritable épreuve ne fait que commencer. Pendant ce temps, un sang noir s'écoule régulièrement sur le sol, tachant la terre sous leurs pieds. La jeune fille se tient seule dans une forêt dense, appuyée contre un arbre alors qu'elle examine les environs. L'atmosphère paisible contraste fortement avec la tension qui persiste après la violence récente. Elle appelle, cherchant des réponses sur la situation étrange et désespérée dans laquelle elle se trouve. Après s'être réveillée ligotée et impuissante, la jeune fille se rappelle comment ils l'ont disséquée et ont prélevé son sang. Frustrée et confuse, elle s'en prend aux responsables, exigeant des réponses. Soudain, elle remarque quelque chose d'étrange et s'élance, désespérée de comprendre ce qui se passe réellement. La jeune fille s'élance farouchement vers l'homme aux lunettes de soleil, hurlant qu'il y a une personne là-bas. L'homme, surpris, l'affronte directement, exigeant de savoir si c'est elle qui l'a endormi. Soudain, la forme monstrueuse de la jeune fille bondit en avant avec un rugissement terrifiant, prête à frapper. Au moment même où la jeune fille monstrueuse s'élance pour attaquer, l'homme esquive promptement d'un mouvement calme et précis. L'expression de la jeune fille se change en choc et en incrédulité lorsqu'il la nargue, réalisant qu'il a pris le contrôle total de la situation. Alors que la jeune fille monstrueuse se débat de manière incontrôlable, elle hurle son incrédulité face à son propre corps qui refuse d'obéir à ses ordres. L'homme l'observe calmement, révélant qu'il est en elle, ce qui explique pourquoi elle ne peut pas s'arrêter. La panique s'affiche sur le visage du scientifique qui appelle Kobayashi, prenant conscience de la gravité de la situation. D'un geste net et décisif, l'homme arrache un objet pointu de la chair de la jeune fille. L'expression de celle-ci oscille de surprise lorsqu'il la projette sans effort et avec une force immense. Observant calmement, l'homme évalue la situation tandis que la jeune fille est projetée dans les airs, impuissante à résister. La jeune fille, couverte de bleu et meurtrie, trébuche à travers la forêt, lançant un regard noir et furieux tout en maudissant l'homme qui l'a projetée. Malgré le chaos, rien n'a changé dans la situation, sa détermination reste intacte alors qu'elle le cherche désespérément. Épuisée et tendue, la jeune fille se perche sur la branche d'un arbre, fixant du regard la créature étrange en contrebas. Sa poigne se resserre sur la branche alors qu'elle marmonne une malédiction, qualifiant la créature de « démon » qui attaque les humains. Sans hésitation, elle saute sur la créature, prête à l'affronter de face. Le corps de la jeune fille est secoué de violentes convulsions,
le sang éclaboussant alors qu'elle se débat à l'agonie, elle se prend la tête entre les mains, niant désespérément que cette forme brisée et tourmentée soit réellement la sienne, malgré la douleur, une farouche détermination brûle en elle, ce n'est pas ce qu'elle est vraiment. La jeune fille, désespérée et frustrée, tend le bras vers la créature sur la branche, criant que rien ne change jamais. Pendant ce temps, une silhouette confiante jure de tout changer en elle et d'effacer son ancien moi, déterminée à réécrire son destin. À proximité, un homme observe avec anxiété, promettant de revenir. La créature passe soudainement à travers la fenêtre d'un bond puissant, s'écrasant dans le monde extérieur. Deux spectateurs réagissent avec choc alors que la créature s'enfuit à toute vitesse dans les buissons. La grille s'ouvre, attirant l'attention d'un groupe à proximité qui se demande à haute voix ce qui vient de se passer. La jeune fille, les cornes étincelantes, esquive prestement une attaque soudaine d'une créature monstrueuse, ses mouvements étant vifs et réactifs, elle échappe de justesse à son emprise, mais la bête s'élance à nouveau avec un rugissement terrifiant, réduisant la distance avec une intention mortelle. La créature monstrueuse poursuit sans relâche la jeune fille, sa main griffue s'agrippant à l'arbre tandis qu'elle s'élance en avant. La jeune fille s'appuie contre une grande surface accidentée, se préparant à la prochaine attaque. Pendant ce temps, un homme l'avertit d'urgence que le danger approche à nouveau, tandis que la jeune fille, meurtrie mais déterminée, se tient prête pour le combat à venir. La jeune fille lance une attaque féroce, le poing levé bien haut visant l'homme au visage balafré. Ce dernier parvient à peine à réagir à temps, son visage exprimant un mélange de choc et de douleur. Une autre silhouette observe en silence, tandis qu'une voix désespérée s'écrie « Ancien maître », alors que la tension monte d'un cran. La jeune fille, le regard sauvage et farouche, charge en avant une arme à la main, son corps meurtri mais porté par une détermination brute, ses cornes et ses cheveux ébouriffés ajoutent à son intensité sauvage alors qu'elle s'élance vers l'homme qui s'éloigne calmement, inconscient du coup imminent. La tension entre eux est électrique, le combat est loin d'être terminé. La frappe féroce de la jeune fille s'abat avec une force brutale, transperçant la tête de la créature grotesque. Du sang et un liquide sombre explosent vers l'extérieur tandis que le monstre chancelle sous le coup dévastateur, son corps devenant inerte et vaincu. L'intensité de l'attaque ne laisse aucun doute, la bataille a pris un tournant mortel. Épuisée et meurtrie, la jeune fille s'effondre sur le sol, murmurant qu'elle est arrivée juste à temps. Pendant ce temps, une voix tendue salue sa force, l'exhortant au calme alors que les lourdes portes se referment derrière elle, l'enfermant à l'intérieur. Alors que la tension retombe, un homme plus âgé rit de bon cœur pendant qu'une silhouette nerveuse pointe un appareil en forme de croix, se préparant à contrôler tout vampire qu'il viendrait à croiser. La jeune fille, toujours meurtrie et méfiante, révèle calmement son nom au Shinome Mebashir, son regard restant fixe malgré tout. L'homme plus âgé s'adresse à la jeune fille par son nom, l'invitant à rejoindre la brigade anti-vampire. Bien que surprise et fatiguée, elle écoute pendant qu'il se présente sous le nom de Janji Mimura, l'actuel chef de la brigade, lui adressant une demande formelle pour représenter leur équipe. Shinome, toujours couverte de bleu et incertaine, demande calmement ce que lui réserve l'avenir désormais. Une voix confiante lui rappelle que leur brigade manque d'effectifs et compte sur sa force. Alors qu'elle prend son courage à deux mains, une silhouette sombre grogne de frustration non loin de là, accentuant l'atmosphère tendue. La frustration déborde alors que la créature étrange aux multiples yeux laisse éclater sa colère, maudissant sa propre retenue. Malgré sa fureur, elle reste piégée, luttant contre des liens invisibles. La tension atteint son paroxysme lorsqu'elle se déchaîne violemment, déterminée à se libérer peu importe le prix. Soudain, la petite créature s'exprime d'un ton sec, affirmant qu'elle était censée prendre le contrôle d'elle depuis le début. La jeune fille recule de choc, reconnaissant sans l'ombre d'un doute la voix et l'attitude du vampire. Sa peur s'intensifie à mesure que cette glaçante réalisation s'impose à elle. Un jeune homme calme se présente sous le nom de Fushimizu, prenant la jeune fille au dépourvu. Elle hésite, incertaine de pouvoir lui faire confiance, mais se rappelle qu'il lui a gentiment donné du pain plus tôt, ce qui dissipe ses doutes. Soudain, il s'interroge sur l'étrange chat à ses côtés, exigeant de savoir ce qu'il est réellement. Fushimizu en déduit que le chat est un vampire sous contrat, ce qui explique l'odeur étrange mêlant des traits humains et de vampires. La jeune fille, affaiblie et confuse, tente de se stabiliser, tandis que le chat vient affectueusement se frotter contre Fushimizu, qui semble à la fois intrigué et légèrement dépassé par la force et le comportement de la créature. La jeune fille, épuisée et grelottante, explique calmement qu'elle a froid bien qu'elle ait été si agitée il y a un instant à peine. Le chat, curieux et enjoué, demande si désormais Fushimizu sera considéré comme leur famille, ce à quoi il répond chaleureusement en les invitant à l'appeler « papa ». Alors qu'ils entrent dans une pièce,
la jeune fille se demande nerveusement ce que leur réserve l'avenir aux côtés de Fushimizu. Alors que le soleil du matin traverse brillamment les arbres, la jeune fille s'accroche faiblement à Fushimizu, se protégeant les yeux de la lumière éblouissante. Il lui demande doucement si elle veut manger quelque chose, et le regard curieux du chat suit un papillon qui voltige à proximité, suggérant discrètement du pain. La jeune fille, toujours fragile, répond doucement, se demandant s'il y a vraiment quelque chose qu'elle a envie de manger. Toujours faible mais déterminée, la jeune fille exprime calmement son désir de manger du pain. Le protagoniste sourit chaleureusement, acceptant de lui apporter le pain qu'elle désire. Alors qu'ils se tiennent ensemble dehors, le chat réfléchit à la nouvelle et étrange réalité qu'ils partagent tous, réalisant qu'il ne s'agit pas d'une créature ordinaire mais bien d'un vampire vivant. La voiture s'éloigne du quartier général de l'unité anti-vampire, laissant derrière elle le bâtiment silencieux et les arbres. À l'intérieur, la jeune fille s'impatiente, se plaignant de la longue pause toilette, tandis que le conducteur s'excuse de s'être perdu mais promet qu'ils ont trouvé quelque chose de bien. Elle affiche un air curieux et plein d'espoir quant à ce qui les attend ensuite. L'homme âgé est assis calmement dans la voiture, son expression étant paisible mais pensive alors qu'ils poursuivent leur voyage. Pendant ce temps, la jeune fille se repose paisiblement, le visage adouci par le sommeil, serrant une couverture contre elle. Dehors, le chat marche en avant, inconscient du monde complexe des humains et des vampires dans lequel il s'apprête à entrer. Bien qu'elle soit reconnue pour ses capacités et qu'elle soit censée rejoindre l'escouade d'élite des vampires, elle se retrouve à travailler nerveusement dans un café à la place. Conflitée et embarrassée, elle essaie de rassembler le courage d'accueillir les clients plus chaleureusement, se demandant comment elle a bien pu se retrouver dans cette situation. Pendant ce temps, l'homme aux lunettes de soleil la regarde avec un sourire taquin, lui signalant qu'elle doit y mettre plus de cœur. 1 heure plus tôt, l'histoire révèle la disposition du bâtiment. Le premier étage abrite le café Momiji, tandis que le deuxième étage sert de quartier général à la 2e division de l'escouade des vampires. Alors que la jeune fille assimile cela, elle demande nerveusement si son travail se trouve vraiment au 2e étage, tandis que l'homme aux lunettes de soleil se présente nonchalamment comme étant à la fois le chef de l'escouade et le gérant du café. L'homme aux lunettes de soleil rit en brandissant un tablier à froufrou, expliquant joyeusement qu'elle donnera également un coup de main au café. Pendant ce temps, la jeune fille est assise calmement à une table, essayant encore de saisir toute l'étendue de ses tâches inattendues. L'atmosphère est légère, mais la réalité de son nouveau rôle commence à s'imposer à elle. Une nouvelle arrivée attire l'attention de tout le monde, incitant la jeune fille à se demander de qui il s'agit. La femme se présente avec un sourire confiant comme étant Misaki Arizaki, la leader adjointe et responsable de la salle de la 2e division de l'escouade des vampires. La leader adjointe rayonne de chaleur, trouvant la jeune fille mignonne et curieuse de savoir quel genre de personne ferait un pacte avec un vampire. La jeune fille lui rend timidement son salut, visiblement troublée mais s'efforçant d'être polie, avec un geste d'encouragement dynamique. La leader adjointe invite tout le monde à donner le meilleur de soi-même alors que l'entraînement en salle est sur le point de commencer. Alors que la jeune fille se précipite pour servir les boissons, son énergie nerveuse est palpable, mais elle est déterminée à faire de son mieux. Autour d'elle, le café est en pleine effervescence, les collègues discutent chaleureusement, un petit remue-ménage éclate avec un chat mécontent, et un homme réprimande le félin pour avoir causé des ennuis. Malgré le chaos, la jeune fille continue d'avancer, impatiente de faire ses preuves dans ce nouvel environnement. La jeune fille rayonne d'une fierté discrète en recevant des éloges pour sa rapidité d'apprentissage. Ses joues rougissant de bonheur, la leader adjointe prend délicatement le chat agité dans ses bras, signalant qu'il est temps de passer à autre chose. Avec un sourire chaleureux, elle annonce qu'ils se dirigent vers l'étape finale de l'entraînement, prêts à franchir ensemble la prochaine étape. À la tombée de la nuit, 2 silhouettes marchent calmement dans une rue résidentielle, le réverbère projetant une douce lueur au-dessus d'elles. L'une d'elles appelle sa mère pour s'enquérir du dîner, tandis que l'autre réfléchit à sa première journée, admettant qu'elle a été plus difficile que prévu mais pas insurmontable. Le calme de la soirée contraste avec leur conversation pensive, laissant présager des défis à venir. Tout en marchant, la jeune fille explique que l'école garde les informations confidentielles pour éviter de semer la panique, tout en veillant à ce que les élèves apprennent les mesures de sécurité essentielles. Pendant ce temps, le chat lève les yeux, perplexe, se demandant pourquoi il se retrouve impliqué dans cette discussion sur les vampires. La jeune fille commence alors à évoquer doucement une phrase mystérieuse, laissant présager quelque chose d'inquiétant à venir. La jeune fille avertit calmement qu'il ne faut pas rentrer seule à la maison une fois que les démons apparaissent, son ton sérieux contrastant avec l'accord désinvolte de l'autre. Il continue de marcher dans le quartier paisible, passant devant des toilettes publiques de quartier.
Jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin un endroit désert et isolé, la jeune fille annonce qu'ils sont arrivés sur le lieu de leur entraînement final. Le chat refuse obstinément, visiblement contrarié par quelque chose. La jeune fille essaie de lui expliquer qu'elle veut simplement voir sa forme après avoir fusionné avec le vampire, mais le chat reste inflexible. Pendant ce temps, l'autre fille demande nerveusement la coopération du chat, faisant allusion à une sorte d'entraînement ou de test à venir. Les yeux de la jeune fille s'écarquillent de surprise et elle s'exclame à haute voix, visiblement impressionnée par ce qu'elle voit. Le garçon, rougissant et un peu troublé, insiste sur le fait que c'est lui qui est cool, et pas seulement ses cornes. La jeune fille se penche avidement vers lui demandant si son corps a changé après avoir fusionné avec le vampire. Il explique que son corps semble plus léger, qu'il peut sauter plus haut et que ses blessures guérissent plus vite, montrant des signes d'une force nouvelle. La jeune fille déclare avec assurance qu'ils élimineront les vampires sans pitié, son excitation étant bien visible. Elle se rappelle un moment récent où elle était trop terrifiée pour bouger, demandant s'ils peuvent vraiment vaincre les ennemis cette fois-ci. Le garçon, avec un sourire nerveux, s'interroge sur leur chance mais semble déterminé à essayer. Elle le rassure en lui disant qu'il est naturel d'avoir peur au début, mais que cette peur peut alimenter la force nécessaire pour protéger ce qui compte le plus. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle veut protéger, elle évoque discrètement sa famille, ses proches, ses amis et cette vie quotidienne qu'elle ne veut jamais perdre. La jeune fille révèle qu'elle a rejoint l'escouade pour protéger son petit frère, admettant que l'amour peut même anesthésier la peur. Le garçon réfléchit en silence à ce que signifie avoir quelque chose qui vaut la peine d'être protégé, remarquant soudain l'heure, il insiste sur le fait qu'ils doivent rentrer, tandis que la jeune fille le taquine sur ses profonds sentiments fraternels. Dehors, ils aperçoivent un couple s'embrasser en marchant, ce qui provoque une réaction enjouée de la jeune fille qui lui conseille de rester soft à la maison. Soudain, une créature étrange au visage semblable à un masque apparaît, surprenant la jeune fille. Elle balbutie d'incrédulité, se demandant s'il s'agit vraiment d'un vampire. La présence de cette silhouette sinistre jette un froid sur la scène, accentuant la tension. La jeune fille, essayant de garder son calme, se demande pourquoi cette silhouette étrange rôde dans un tel endroit, sa voix teintée d'inquiétude. Le garçon à ses côtés semble visiblement ébranlé, de la sueur perlant sur son visage alors que la tension monte. La créature se jette soudainement vers l'avant, prenant la jeune fille de court qui recule en trébuchant sous le choc. Ses yeux écarquillés révèlent un mélange de peur et de confusion, tandis qu'une voix l'appelle, lui demandant ce qui ne va pas. Dans un flashback, un enfant souriant lui offre un collier de perles en lui souhaitant un joyeux anniversaire, un contraste saisissant avec le moment de tension qui se joue actuellement. Le regard calme mais d'acier, elle lève son arme et tire sans relâche, sa voix froide avertissant la créature qu'elle regrettera cela en enfer. Les balles l'atteignent de plein fouet, transperçant la silhouette sinistre qui vacille sous l'assaut. Imperturbable, elle continue de tirer avec une précision chirurgicale, déterminée à éliminer la menace. La créature s'effondre au sol, vaincue, tandis que le garçon tremble d'admiration, murmurant à quel point cette femme est incroyable. À proximité, des figures grotesques s'échangent des langues rampantes et sinistres, se demandant si sa personnalité a changé. La jeune fille observe prudemment, son expression affûtée, alors que des bruits troublants résonnent autour d'elle. La créature se divise soudainement en deux formes identiques, surprenant la femme qui les observe attentivement. Non loin de là, une jeune fille tente nerveusement d'attirer l'attention de quelqu'un, tandis que les blessures de la créature refusent obstinément de guérir, annonçant des complications à venir. La jeune fille explique que la créature s'est divisée en deux corps partageant le même noyau, qui s'apparente à la combinaison d'un cœur et d'un cerveau humain. Elle prévient qu'en vaincre un seul ne suffira pas à le tuer, les deux doivent être éliminés simultanément. Le garçon réalise alors que sa victoire précédente n'était qu'un coup de chance, lorsqu'il avait accidentellement détruit le noyau. La jeune fille crie urgemment que les deux noyaux doivent être détruits en même temps pour vaincre la créature, attirant l'attention de la femme. Alors que cette dernière contre prestement une attaque, le garçon vérifie nerveusement son arme pour s'apercevoir qu'il est à court de munitions. Inquiet, il remarque que la femme ainsi qu'un autre allié agissent bizarrement, et qu'ils ne parviennent ni à joindre cet allié par téléphone, ni même à retrouver le chemin de la maison. La jeune fille défie le garçon, lui demandant s'il va se battre, le taquinant sur le fait qu'il a peur. Le garçon se remémore leur passé, insistant sur le fait qu'ils peuvent fabriquer des armes à partir de sang comme avant et tuer bien d'autres ennemis. Malgré ces incertitudes, il résout de matérialiser des armes et de se battre, bien qu'une soudaine bouffée de peur l'assaille à l'idée de tuer accidentellement la femme elle aussi. Un rire sinistre résonne depuis la maison, captant l'attention du garçon qui se fiche sur place. Soudain,
une silhouette étrange s'élance, répondant au bruit et se dirigeant vers la maison. Le garçon, secoué, se demande si c'est cela qui vaut la peine d'être protégé, son esprit bouillonnant face à cette scène troublante. Les paroles de la jeune fille résonnent dans son esprit, lui rappelant les liens précieux qu'il ne veut pas perdre, sa famille, ses amours, ses amis, alors que son regard se fait plus tranchant, le poids de la protection de la moindre parcelle de la vie quotidienne pèse lourdement sur lui. Dehors, la maison paisible se dresse comme le symbole fragile de tout ce qu'il est déterminé à défendre. Le garçon grimace de douleur lorsqu'une arête de poisson acérée lui transperce le bras, du sang coulant le long de sa manche. Malgré la blessure, il prépare rapidement son arme, le barillet tournant avec intensité, sa concentration se décuple alors qu'il tire, déterminé à faire mouche et à prouver sa résolution dans ce combat désespéré. Dans un cri farouche, le garçon vise et fait feu, touchant la créature grotesque de plein fouet à la tête. Malgré la douleur et la tension, il se stabilise, sachant qu'à cette distance, il a une réelle opportunité de renverser la situation. Sa détermination se durcit à mesure que la bataille s'intensifie. Son tir rate sa cible, et une vague de panique traverse son visage alors que la créature se rapproche. Juste au moment où l'espoir semble s'évanouir, une silhouette rapide fait irruption, lançant une puissante attaque qui repousse l'ennemi. Le garçon resserre sa prise sur son arme, une lueur de détermination renaissant malgré le danger grandissant. Une silhouette calme et déterminée intervient, guidant la visée du garçon d'un geste sûr. Elle l'assure qu'ils vont envoyer leurs ennemis droit en enfer, lui insufflant un nouveau sentiment de détermination alors qu'ils se préparent à frapper ensemble. D'un coup d'estoc féroce, la silhouette calme transperce la créature grotesque, la faisant s'effondrer au sol. Le garçon, désormais soulagé, entend les paroles rassurantes affirmant que leur vengeance est accomplie. Un esprit joyeux apparaît, et la jeune fille célèbre le retour de son cher petit frère. La jeune fille remarque la bâche bleue et se demande si quelque chose s'est passé. Le garçon s'excuse, expliquant que son petit frère perd parfois son sang-froid lorsqu'il se retrouve impliqué. Soudain, la jeune fille trouve un collier à l'intérieur de la bouche de la créature, et sur l'anneau, elle aperçoit le nom Arizaki. Après un court instant, ils décident de partir les premiers, le garçon la remerciant discrètement. Alors que la nuit tombe sur le quartier paisible, tous deux gravissent tranquillement les escaliers, le bruit de leurs pas résonnant doucement. Soudain, la porte s'ouvre d'un clic, prenant l'un d'eux par surprise. Ils entrent pour être accueillis chaleureusement par des visages familiers, qui les taquinent en riant et leur demandent nonchalamment où ils étaient passés. Une fois à l'intérieur, le groupe échange des taquineries légères et s'enquiert du bien-être de chacun. L'un d'eux rappelle à la protagoniste de soumettre un rapport avant la fin de la journée, tout en lui souhaitant discrètement un bon retour. Alors qu'elle se tient près de la fenêtre, l'atmosphère paisible s'installe, et le garçon annonce calmement son retour. Le groupe se rassemble autour de la table, prononçant un chaleureux itadakimasu avant de commencer le repas. L'un d'eux mentionne discrètement que la nourriture est délicieuse parce qu'il l'a préparée lui-même. Pendant qu'il mange, la protagoniste se demande si cette autre famille partageait également des repas comme celui-ci, ressentant une connexion silencieuse. La protagoniste se demande calmement si elle a réussi à protéger une part de la vie quotidienne, la famille, l'amour ou les amis de quelqu'un qu'elle ne veut pas perdre. Tout en mangeant, un doux sourire se dessine sur son visage, et elle dit doucement « délicieux ». Le chat, se sentant triomphant, se vante d'avoir une fois de plus été plus malin que la protagoniste. Soudain, il se jette en avant et lui mord le pied, lui arrachant un cri de douleur. Le calme de la scène nocturne contraste avec le remue-ménage inattendu à l'intérieur, tandis qu'un téléphone repose sur le sol, affichant des messages concernant la soumission d'un rapport. Tard dans la nuit, la protagoniste est assise seule, lisant un rapport détaillé sur les attaques de vampires. Elle marmonne doucement que les humains ne peuvent pas devenir des vampires, avertissant que si une telle information devenait publique, cela causerait de graves ennuis. Avec détermination, elle appuie sur une touche, se préparant pour la suite. La prochaine mission se trouve juste au-delà du tunnel de Bon Augure, marqué par un panneau d'avertissement interdisant l'entrée au personnel non autorisé. Sous le ciel nocturne, la lune jette une lueur sinistre sur la voie ferrée abandonnée qui mène vers les ténèbres. La tension monte alors que notre héros s'arme de courage pour faire face à ce qui l'attend à l'intérieur. La peur la saisit et elle tremble de manière incontrôlable, convaincue que quelque chose doit se cacher à l'intérieur de ce tunnel d'un noir absolu. L'obscurité engloutit tout espoir de voir ce qui l'attend, et son esprit s'emballe, refusant de croire qu'elle s'apprête à entrer dans un tel endroit. Soudain, un bruit de froissement provenant des buissons environnants attire son attention, lui glaçant le sang. Soulagée, elle se rend compte que ce bruit troublant n'était qu'un oiseau.
laissant échapper un soupir qu'elle ne savait pas qu'elle retenait, mais son moment de calme est brisé lorsqu'une silhouette mystérieuse apparaît soudainement à l'entrée du tunnel, la prenant complètement au dépourvu. La tension monte en flèche lorsque la présence inconnue prend la parole, signalant que le véritable défi est sur le point de commencer. Le personnage mystérieux révèle que 4 personnes qui s'étaient rendues ensemble dans ce lieu hanté ont disparu, y compris une fille qui n'est jamais revenue après avoir dit qu'elle s'y rendait. Il mentionne une enquête pour savoir si des vampires pourraient être impliqués, mais la jeune fille spécule nerveusement qu'il pourrait s'agir de fantômes. Elle se tourne ensuite vers la créature étrange à ses côtés pour lui demander si elle pense la même chose, tandis que le protagoniste observant. Silence, visiblement perturbé. La fille suggère nerveusement que si tant de personnes ont disparu, la police doit déjà être en train d'enquêter, alors que le faisceau de la lampe torche transperce l'obscurité, un bruit de froissement soudain les fait sursauter. L'étrange créature la rassure en lui disant qu'il ne s'agit que d'insectes et non de fantômes, mais l'inquiétude de la jeune fille grandit lorsqu'elle demande au protagoniste s'il est au courant des 3 rumeurs. Soudain, une goutte de liquide rouge tombe du plafond, faisant sursauter tout le monde. La fille hurle de terreur, reconnaissant qu'il s'agit de sang, et l'étrange créature identifie la source comme étant un vampire. Sans crier gare, le vampire attaque, projetant un torrent de sang qui détrempe la jeune fille, laquelle hurle d'horreur tandis que le protagoniste se tient prêt à intervenir à proximité. La fille hurle soudain de terreur, submergée par l'attaque sanglante du vampire, tandis que le protagoniste reste sur ses gardes à proximité. L'étrange créature réagit avec surprise, reconnaissant le retour du vampire. La tension monte d'un cran alors que la jeune fille a du mal à réaliser la scène d'horreur qui se déroule sous ses yeux. Le protagoniste analyse calmement cette situation sinistre, se demandant si quelqu'un s'est installé ici sans laisser de traces tout en testant son courage. Pendant ce temps, la jeune fille, couverte de sang, explique nerveusement qu'elle vient de commencer à porter cet uniforme après avoir rejoint l'équipe il y a 1 an. L'étrange créature s'excuse et promet d'en commander un nouveau, tandis que la fille regarde anxieusement autour d'elle dans le tunnel désert. Le protagoniste interroge l'étrange créature aux allures de chat au sujet du nom, Satou, qu'elle ne cesse de mentionner, mais la créature insiste avec colère sur le fait qu'elle n'est pas un chat, mais un vampire. La fille explique avec enthousiasme que la créature s'appelle Satou parce qu'elle adore le sucre, ce qui correspond à la fois au nom et à sa couleur blanche comme neige. Satou, agacé par ce nom ringard, mord la fille en signe de protestation, tandis qu'elle se lamente d'être ignorée et rejetée par la créature. Le protagoniste identifie un 3e phénomène étrange, un tunnel qui, une fois franchi, piège quiconque s'y trouve sans aucune issue. La jeune fille confirme nerveusement la nature incontournable du tunnel, tandis que la tension monte au sein du groupe qui réalise que cet endroit sinistre recèle peut-être des secrets encore plus sombres. Soudain, un bruit mystérieux près de leurs pieds déclenche l'alarme, les poussant à se demander si quelque chose d'autre peut être un fantôme ne rôde pas à proximité. Une silhouette glaciale au sourire tordu émerge des ténèbres, sa présence sinistre donnant le frisson. La fille, serrant un objet lumineux, regarde fixement, les yeux écarquillés par la terreur, alors que l'apparition menaçante s'approche. Des profondeurs du tunnel interdit, un cri à fendre l'âme perce le silence, laissant présager les horreurs qui s'y cachent. La fille s'excuse nerveusement, visiblement troublée par l'atmosphère sinistre, tandis que le garçon se présente calmement sous le nom de Fushimizu et présente la fille comme Shinonome Mebashi, membre du mystérieux groupe du chat à 3 yeux. Soudain, le curieux chat à 3 yeux exprime son dédain pour le nom Satou, le qualifiant de ringard, avant qu'une main ne vienne brusquement couvrir sa bouche pour le faire taire. Le garçon se présente nonchalamment comme étant Satou, mais le chat à 3 yeux le réprimande immédiatement pour qu'il garde ce nom secret vis-à-vis de quiconque en dehors de leur groupe. Pendant ce temps, la jeune fille révèle nerveusement qu'elle s'appelle Akari et tout lorsqu'on lui demande si elle est étudiante et pourquoi elle se trouve seule ici. La jeune fille raconte avec anxiété comment une voix a soudainement disparu alors qu'elle marchait en compagnie d'une autre fille en uniforme de marinière. Elle demande désespérément si quelqu'un a vu la fille disparue, son inquiétude grandissant à mesure que le silence de mort s'épaissit autour d'eux. Le garçon admet qu'il n'a pas vu la fille disparue non plus, mais suggère que puisque personne d'autre ne l'a croisée, elle est peut-être sortie devant. Il propose de sortir pour aller chercher, et la fille accepte avec hésitation. En guise de réassurance, il lui promet qu'ils vont l'aider à chercher Anna-chan ensemble, ce qui la surprend par tant de soutien. Le garçon et la fille discutent de l'étrange disparition de Anna, la fille chuchotant au sujet de l'inquiétante possibilité qu'un vampire soit impliqué. Le garçon, calme et serein, se demande pourquoi un chat serait impliqué et admet qu'il n'est pas un chien.
laissant entrevoir un mystère plus profond alors que le chat à 3 yeux s'approche discrètement. Le garçon explique calmement que cet endroit pullule de vampires, l'air étant si lourd qu'on croirait en être encerclé. Il fait remarquer que si tant de personnes étaient portées disparues, la police mènerait sûrement une enquête, ce qui est déjà le cas selon lui. La fille écoute attentivement, partagée mais intriguée par ses paroles. Le tunnel est désert et silencieux, un rappel glacial que pas une seule personne n'en est revenue. La fille avale sa salive avec peine, accablée par cette sinistre réalité. Soudain, le chat à 3 yeux pousse un cri strident, brisant le silence pesant alors que la fille le supplie de se taire, sa peur étant à peine contenue. La fille reste figée, serrant son téléphone alors que de sinistres volutes tourbillonnent autour d'elle, incarnant l'angoisse rampante qui resserre son étreinte. Ses yeux écarquillés reflètent un mélange de peur et d'incertitude. Prise au piège dans le silence troublant qui les entoure, la silhouette sombre à proximité observe en silence, ajoutant à l'atmosphère oppressive de la scène. Soudain, la fille est violemment tirée en arrière par les cheveux, son corps sursautant sous le choc. Elle a un hoquet de surprise alors que son pied glisse sur le sol froid et fissuré. Le chat à 3 yeux feule bruyamment en guise d'avertissement, ses griffes s'enfonçant dans son bras tandis que les volutes sinistres resserrent leur prise. La fille accourt, s'excusant anxieusement en trouvant le garçon assis par terre. Elle vérifie s'il est blessé, son inquiétude étant évidente, mais il la rassure en lui disant qu'il va bien. Encore secouée, elle demande ce qui s'est passé exactement, les yeux grands ouverts d'inquiétude. Pendant ce temps, la scène se déplace vers un tunnel sombre, laissant présager le mystérieux destin de Shinonome et du chat à 3 yeux. La fille remarque que la présence a disparu, espérant que Satou est en sécurité puisqu'il était avec eux. Elle décide de jeter un coup d'œil rapide aux alentours, mais avant de pouvoir faire un mouvement, une main ferme lui attrape le poignet. La silhouette lui demande si elle peut oublier tout ce qu'elle s'apprête à voir et à entendre à partir de maintenant, en l'appelant par son nom alors qu'ils se tiennent près de l'inquiétante entrée du tunnel. La jeune fille se débat alors que les volutes sinistres se resserrent autour d'elle, tandis que le chat à 3 yeux exige de toute urgence qu'elle soit libérée. Malgré sa peur et sa douleur, elle insiste sur le fait qu'elle essaie de se libérer, mais le chat la réprimande pour son manque d'effort. Soudain, le chat bondit en avant, la saisissant pour l'arracher aux volutes agrippantes. Le chat libère rapidement la fille des volutes agrippantes, la déposant en sécurité sur le sol. Elle grimace de douleur, réalisant qu'elle a été traînée profondément dans le tunnel. Le chat la presse de se lever rapidement, insistant sur le fait qu'ils doivent sortir de là immédiatement. La fille remercie le chat de l'avoir sauvée, mais il insiste sur le fait que ce n'était pas pour elle et il ne peut simplement pas se permettre de mourir lui-même. Lorsqu'elle lui demande si leur contrat concernait une possession, il nie froidement toute intention de nouer un lien et lui interdit de lui adresser à nouveau la parole. Le chat se lamente également de l'obscurité, souhaitant avoir de la lumière alors qu'ils se tiennent près de l'inquiétante entrée du tunnel. La fille explique qu'elle ne cherche pas à être amie, elle veut simplement comprendre les autres. Elle se demande dans quel genre de monde ils vivent, ce qu'ils ont vu et comment ils ont survécu. Pendant ce temps, le chat l'observe, confus et sceptique face à ses paroles. Elle insiste doucement sur le fait qu'elle veut utiliser la force de Satou pour son propre compte, et non par amitié. Malgré le dédain du chat, elle fait la réflexion que ce n'est pas parce qu'ils sont tous deux des vampires qu'ils sont alliés et si quelqu'un représente une menace, il sera éliminé sans hésitation. La fille appelle Satou, la panique montant en elle alors qu'elle réalise qu'elle est piégée seule dans l'obscurité totale, incapable de voir quoi que ce soit. La peur la saisit tandis qu'elle se demande s'il s'agit de ce lieu tristement célèbre dont personne ne peut s'échapper. Soudain, une lumière vive l'éblouit, la forçant à se protéger les yeux sous le choc. Elle se retrouve seule dans un long tunnel sombre, les murs s'arquant au-dessus d'elle alors que de sinistres panneaux lumineux vacillent faiblement de chaque côté. Un frisson la parcourt tandis qu'elle se demande où elle est, le silence pesant sur elle comme un piège. Le vide troublant intensifie sa peur. De quel genre d'endroit s'agit-il? Alors que la tension monte, une silhouette suggère froidement d'effacer tous les souvenirs de ce qui est sur le point de se produire. La fille, confuse et mal à l'aise, s'interroge sur le sens de ses paroles et se demande s'ils ont tous deux été démasqués. Soudain, une ombre s'avance, déclarant d'un ton menaçant qu'elle sera celle qui les tuera tous les deux. Alors que l'atmosphère s'alourdit, la jeune fille sent soudainement la présence de quelqu'un derrière elle, une main s'étendant pour lui saisir l'épaule. Ses yeux s'écarquillent de choc et de confusion, prise au dépourvu au milieu de cette sinistre forêt de branches tordues. Avec une force vive et brutale, la mystérieuse silhouette frappe, envoyant la fille et une autre femme chanceler vers l'arrière. L'assaillant s'accroupit, un sourire cruel aux lèvres alors qu'il nargue ses adversaires à terre, la forêt sinistre autour d'eux retombant une fois de plus dans le silence. Deux silhouettes se fixent avec une intensité farouche,
chacune empoignant son arme avec un sourire confiant, presque joueur, prête à s'affronter dans un duel à mort. La tension entre elles crépite comme de l'électricité, promettant une bataille féroce et implacable à venir. Soudain, une silhouette inconnue les embusque depuis les ombres, prenant tout le monde au dépourvu. Le protagoniste resserre sa prise sur son arme, le regard aiguisé par la suspicion. L'homme mystérieux prévient calmement, « Tu vas mourir lentement », tandis que la tension s'épaissit dans la forêt sombre. La grotte de mauvais augure se dresse devant eux, un piège qui, une fois franchi, n'offre aucun retour. Le protagoniste se demande s'il est vraiment possible d'y être scellé à l'intérieur, tandis que la silhouette mystérieuse sourit d'un air narquois, révélant que les humains sont fragiles et imparfaits, des proies faciles dans ce jeu mortel. Piégé dans une étrange pièce dotée de fenêtres, un chat particulier fait remarquer que peu importe la distance parcourue, il n'y a aucune issue à trouver. Il rouspète à propos de quelqu'un qui disparaît toujours sans prévenir, alors que des images vacillantes défilent sur des écrans, montrant des souvenirs de humains entremêlés. L'atmosphère troublante devient plus lourde, laissant présager que quelque chose est sur le point de s'agiter. Les yeux du chat particulier s'écarquillent de choc lorsqu'il réalise la terrifiante vérité, la disparition des souvenirs humains. Il explique que ce tunnel, dont la rumeur dit qu'il piège à jamais quiconque y pénètre, est lui-même un vampire consumant de l'intérieur ceux qui y sont scellés. Le chat maudit le vampire, révélant la nature insidieuse du tunnel qui emprisonne et dévore les humains vivants. Le chat nargue le tunnel, le qualifiant de sinistre et vil suceur de sang condamné à être écrasé par la convergence des forces. Alors qu'une main s'immisce à travers les barreaux, le chat se demande s'il s'agit du souvenir vacillant de quelqu'un de perdu. Il tente de faire diversion avec des paroles enjouées, mais l'approche lente de la main laisse présager un lien plus profond avec la créature piégée derrière les barreaux. La jeune fille erre dans un espace sombre et vide, appelant sa toux avec un sentiment grandissant de confusion et d'inquiétude. Soudain, un souvenir vif surgit devant ses yeux, une scène paisible où deux personnes partagent un moment tranquille dans une cuisine. Attirée par celle-ci, elle tend timidement la main vers l'image lumineuse, captivée par la chaleur qu'elle dégage. Soudain, elle cligne des yeux et se retrouve assise sur un canapé dans un salon chaleureux et familier. Confuse, elle réalise qu'il doit s'agir de la même maison que celle de son souvenir, mais son regard désorienté lui révèle qu'elle ne reconnaît pas les personnes autour d'elle. Alors qu'une femme l'avertit de ne pas attraper froid en dormant là, la voix tremblante de la fille demande « Qui êtes-vous » Des rires résonnent dans la cuisine alors que l'homme et la femme partagent un moment léger. Dehors, un soleil radieux brille, mais à l'intérieur, la confusion embrume l'esprit de la jeune fille qui se demande pourquoi elle est ici et si elle a toujours vécu dans cette maison. La femme l'invite doucement à se reposer en lui souhaitant une bonne nuit, tandis que la fille fait écho à cet adieu avec hésitation, luttant encore avec sa place incertaine dans ce foyer à la fois familier et étrange. Un étrange chat à 3 yeux apparaît, poussant une femme surprise à rire et à demander ce qu'il fait là. Le chat s'élance soudainement vers une porte lumineuse, pressé de sortir rapidement par une voie invisible. Le chat à 3 yeux se précipite vers une porte lumineuse, comme attiré à l'intérieur par une force invisible. Une fille joyeuse l'appelle, pressant le chat de sortir rapidement. Elle ramasse l'étrange créature et la montre avec enthousiasme à sa mère, qui rit et insiste sur le fait que ce n'est pas un chat ordinaire. La femme gazouille devant le chat adorable, tandis que le félin à 3 yeux, frustré, se demande qui est cette vieille dame et si quelqu'un peut entendre sa voix. Pendant ce temps, la fille, complètement sous le charme, serre le chat étroitement contre elle, perdue dans un monde rêveur alors que le chat se débat pour se libérer, criant pour qu'elle se réveille et sorte rapidement. La femme rassure doucement le chat, lui disant que tout ira bien. Se rappelant soudain de l'heure, la fille commence à se dépêcher, mais la femme l'arrête en lui disant qu'elle n'a pas besoin d'aller à l'école. La fille, confuse, demande pourquoi, et la femme lui explique que le monde extérieur est plein de gens cruels qui lui feraient du mal, et qu'ici elle peut être heureuse et en sécurité pour toujours. La fille déclare joyeusement qu'elle veut être heureuse pour toujours, bien que le chat se demande si elle va vraiment bien. Le ciel nocturne et paisible contraste avec la tension alors que le chat réfléchit à ce qu'il doit faire ensuite. L'écran d'un téléphone affiche 2 filles souriantes, mais le signal est hors de portée, laissant le chat se sentir isolé et désespéré de trouver une personne nommée Anna. La tension éclate lorsque le protagoniste brandit une épée, exigeant de savoir si l'autre personne est celle qui a enlevé Anna. L'autre, visiblement imperturbable, répond avec confusion et déni, affirmant ignorer tout de la situation. L'affrontement entre eux s'intensifie, chacun se préparant au prochain mouvement dans cette confrontation animée. Le choc intense des épées remplit la clairière de la forêt alors que les deux adversaires s'échangent férocement des coups. Le protagoniste exige de connaître l'identité de l'inconnu, la suspicion gravée dans ses yeux.
l'autre répond par un sourire narquois, se demandant si cette attaque ne fait pas partie des propres manigances du protagoniste, laissant une lourde tension s'installer entre eux. L'inconnu révèle avec un sourire en coin que les humains peuvent devenir des vampires, épaississant ainsi le mystère. Le protagoniste resserre sa prise sur son épée, prêt à tout ce qui peut arriver. Soudain, l'inconnu lance un coup de pied rapide et puissant, forçant le héros à réagir instantanément. L'inconnu nargue le protagoniste, lui demandant s'il reconnaît le nom de Kaburagi Kaoko, ou s'il est juste distrait comme un oiseau doté d'une mémoire de 3 secondes. Dans un élan soudain, l'inconnu charge en avant, arme levée, forçant le héros à se préparer à l'attaque imminente. L'inconnu appuie nonchalamment son arme massive sur son épaule, dégageant une confiance glaciale. Avec un sourire en coin et un geste moqueur, il nargue le protagoniste, déclarant froidement qu'il n'est pas humain. La tension monte d'un cran alors que la sinistre vérité derrière l'identité de l'inconnu flotte dans l'air. La scène se déplace vers une matinée lumineuse où une fille joyeuse accueille la journée avec un sourire radieux. Elle appelle son curieux chat à 3 yeux, l'invitant à prendre son petit déjeuner, mais le chat semble distrait par la mention de l'école. Avec une attitude insouciante, elle dit au chat qu'il n'y a pas de mal à sauter l'école pour jouer à la place, sa chaleur remplissant la pièce tandis qu'une silhouette silencieuse observe depuis le pas de la porte. La fille salue joyeusement son chat à 3 yeux, le poussant à manger son petit déjeuner, mais le chat semble désintéressé, exprimant plutôt un désir de sucre. Malgré ses cajoleries chaleureuses et son inquiétude enjouée, le chat insiste sur le fait qu'il n'est pas vraiment un chat, la laissant perplexe. Alors qu'elle essaie de le réconforter, le chat lui mord soudainement la main, provoquant une douleur inattendue qu'elle remarque avec surprise. Alors que l'horloge approche de midi, une voix douce annonce que le déjeuner est prêt et demande de l'aide pour ranger. Un tendre sourire se dessine sur le visage de la fille tandis qu'elle tient un livre, réfléchissant doucement au bonheur des moments simples passés à cuisiner avec sa mère et à jouer avec son père. Pendant ce temps, la silhouette silencieuse continue de dresser la table, demandant ce qu'elle aimerait pour le petit déjeuner demain, créant une scène paisible du quotidien. Le nom de la fille se révèle être Anna, inscrit clairement sur le livre qu'elle tient. Soudain, le chat à 3 yeux la repère dehors et l'appelle d'urgence, l'avertissant que Anna erre seule. La scène se déplace vers une fille inquiète en uniforme scolaire qui crie, et, en remarquant la situation. La fille sourit chaleureusement, taquinant doucement le chat à 3 yeux sur le fait que le dîner est déjà servi. Le chat a l'air un peu décontenancé mais attentif alors que l'après-midi paisible se poursuit. Dehors, le soleil brille intensément à travers la fenêtre, jetant une lueur calme sur la pièce tranquille. À l'intérieur de la pièce tranquille, la fille regarde avec anxiété Anna qui se tient à l'extérieur de la fenêtre, le visage détourné, confrontée à l'étrange et troublante créature. La tension monte alors que l'entité mystérieuse se fait menaçante, tandis que le chat à 3 yeux reste alerte sur le sol, sentant le danger. Essayant désespérément d'ouvrir la porte, la fille panique car celle-ci ne bouge pas. Elle se rappelle la dure réalité de l'extérieur, remplie de gens dangereux, et le désir de rester en sécurité à l'intérieur de ce foyer. Malgré sa peur et sa frustration, elle s'arme de courage, déterminée à trouver la force de sortir pour aider. La fille appelle à l'aide de toute urgence, sa voix tremblant de désespoir. Le chat à 3 yeux bondit dans sa main tendue, répondant à son appel silencieux, mais une voix calme et lointaine la prévient qu'il est déjà trop tard. Dans un élan soudain de détermination, elle pousse la porte et se précipite dehors, le cœur battant à tout rompre. L'avertissement résonne dans son esprit et il est déjà trop tard. Malgré la peur qui la saisit, elle court vers l'avant, désespérée de changer le destin qui semble scellé. La fille sprinte en avant, criant désespérément à Anna de s'arrêter, la voix pleine d'urgence et de peur. Pendant ce temps, Anna fait face aux railleries cruelles et au rejet de ses camarades de classe. Leurs paroles durent la blessant profondément. Malgré la douleur, l'expression de Anna révèle une tranquille résolution, alors qu'elle insiste sur le fait que personne ne la pleurera vraiment si elle meurt. D'un geste soudain et ferme, la fille prend délicatement le visage de Anna entre ses mains, la forçant à croiser son regard. Elle la supplie doucement, lui rappelant que malgré la douleur, il y a encore des gens qui offrent de la lumière et de l'espoir même quand on a l'impression que personne ne s'en soucie. Le poids de ces mots pèse lourd alors que Anna écoute, partagée entre le désespoir et la plus infime lueur de connexion. Les larmes aux yeux, la voix de Anna tremble alors qu'elle insiste sur le fait qu'il est encore trop tôt pour abandonner, sa résolution vacillant à travers la douleur. Le poids de ces mots porte un espoir fragile, défiant les ténèbres qui se referment sur elle. Son ami lui rappelle doucement que malgré tout, elles ont toujours été amies, et promet d'accourir si jamais quelque chose lui arrivait. La chaleur de ce réconfort prend Anna au dépourvu, la laissant les yeux écarquillés et sans voix.
Alors que la menace monstrueuse se fait plus proche, la protagoniste se ressaisit, empoignant son épée d'une prise déterminée, malgré les ecchymoses et l'épuisement, elle admet que la peur est désormais plus profonde que la simple douleur des blessures, le regard durci par la résolution, elle se prépare à affronter le danger de front. Juste au moment où la tension est à son comble, une frappe soudaine envoie un attaquant valser, suivi d'une puissante explosion qui secoue la forêt, au milieu du chaos, le tunnel sur lequel il comptait s'effondre, laissant la protagoniste stupéfaite et désespérée alors que le chemin s'écroule derrière eux. Soulagés de se voir saine et sauve, les deux partagent une tendre étreinte, l'une s'excusant doucement et l'autre jurant fermement de ne jamais pardonner la douleur qu'elles ont endurée. La promesse est faite, plus de fuite, plus de disparition, non loin de là, leur ami blessé les regarde, un léger sourire de soulagement perçant à travers la saleté et les bleus. Épuisé et résigné, l'homme annonce qu'il a fini pour aujourd'hui et qu'il rentre chez lui. Le protagoniste resserre sa prise sur son épée, stupéfait, et exige des explications, alors que l'homme sourit d'un air narquois avec la promesse glaciale de les tuer s'ils se croisent à nouveau. La tension monte en flèche et un oiseau s'envole soudainement à proximité. Le protagoniste est stupéfait, se demandant si le pouvoir de se transformer librement est celui d'un vampire. Soudain, l'homme apparaît avec une présence calme mais mystérieuse, provoquant une réaction de choc et de confusion. Alors que la fille appelle son nom, il demande nonchalamment si elle a déjà vu son visage, tandis que l'étrange chat nie le reconnaître, épaississant le mystère autour de sa véritable identité. L'étrange chat révèle qu'il n'est pas vraiment un chat, mais quelqu'un nommé Satou. Il demande où le protagoniste est né et comment il a vécu, laissant entendre un lien profond. Si le chat blanc des souvenirs du protagoniste est lié à Satou, comprendre ce personnage pourrait-il aider le protagoniste à se comprendre lui-même? Le protagoniste marche dans un couloir sombre bordé de cuves mystérieuses contenant des silhouettes suspendues, calme mais lasse. Il fait une remarque sur l'échec du tunnel et décline toute responsabilité lorsqu'il est interrogé. Malgré la tension, il assure que la prochaine fois, il prêtera main forte, bien que sa frustration fasse discrètement surface lorsqu'il prévient de ne pas causer d'ennui. Après l'intense bataille dans le tunnel des esprits, la scène se déplace vers une pièce calme où une femme fume pensivement. Elle demande où se trouve Shiba et apprend qu'il discute avec Kobayashi et les autres. Remarquant un changement, elle commente les nouvelles lunettes de Fushimizu, le taquinant sur son relooking. Le protagoniste explique que ses anciennes lunettes se sont cassées, ce qui l'a poussé à changer pour sa paire actuelle. Il évoque ses problèmes de santé d'adolescence récurrents qui le frustrent, tandis que la femme l'interroge sur ses résultats d'analyse. Elle confirme qu'il fait de l'anémie, et il explique que transformer son sang en arme nécessite qu'il circule, d'autant plus qu'il a donné son sang à des vampires comme Satou. La femme note qu'à part l'anémie, il n'y a pas d'autre changement dans les résultats des tests, mais elle suggère qu'il serait peut-être préférable de changer de style de combat. Le protagoniste acquiesce et déclare qu'il va suivre un entraînement spécial. Elle demande de quel type d'entraînement il s'agit, et il explique que c'est pour l'aider à mieux s'entendre avec Anzu, qui terminera bientôt sa formation de nouvelles recrues et reviendra. Malgré ses doutes sur leur compatibilité, elle le rassure en lui disant que tout ira bien. Alors que le protagoniste s'approche du café, la femme à l'intérieur lève les yeux avec une expression surprise. Lorsqu'il essaie d'entrer, elle l'informe poliment que le café est déjà fermé pour la journée, le laissant pris au dépourvu. Alors qu'il s'apprête à ouvrir la porte, la femme à l'intérieur lève les yeux avec une expression fatiguée et méfiante, puis demande « Qui êtes-vous » Sa surprise est évidente face à cette méfiance inattendue. Le groupe se rassemble autour de la table, prêt à commencer son repas, mais la tension monte rapidement lorsqu'une fille demande à haute voix pourquoi un vampire se trouve parmi eux. Une autre insiste sur le fait qu'on ne leur a jamais parlé de cela durant l'entraînement, laissant la nouvelle recrue confuse et les autres se démenant pour expliquer qu'un entraînement spécial sera organisé pour rattraper cela. Pendant ce temps, une petite silhouette ressemblant à un chat grignote tranquillement à côté, apportant une touche de légèreté à cette conversation sérieuse. Le groupe décide que le protagoniste et Anzu suivront ensemble un entraînement spécial à partir de demain. Anzu semble déterminée mais aussi confuse, se demandant pourquoi c'est elle qui doit être désignée pour l'entraînement avec le vampire, visiblement réticente face au défi qui l'attend. Les deux s'échangent des regards mal à l'aise, tous deux hésitants mais comprenant l'importance de ce qui va suivre. Se tenant fermement, la fille confirme qu'ils vont commencer l'entraînement spécial, et le protagoniste accepte silencieusement. Elle explique ensuite d'un ton sévère que sa façon de combattre jusqu'à présent repose sur son propre sang, faisant allusion à la nécessité d'une nouvelle approche. La fille explique que le style de combat actuel du protagoniste dépend soit des dégâts qu'il subit, soit du fait qu'il se blesse lui-même pour faire couler son sang.
ce qui n'est pas viable à long terme. Elle insiste sur le fait que l'entraînement spécial se concentrera sur le combat sans utiliser son propre sang. Malgré son ton sévère, le protagoniste doute de lui-même intérieurement, s'imaginant comme un vampire téméraire qui tue des gens, tandis que la fille promet discrètement d'intervenir. Si les choses tournent mal, de son côté, Anzu se sent submergé par la pression, trouvant que la fille dégage une présence redoutable et intimidante. La case se ferme sur le gros plan d'une fiole qu'on ouvre, signalant le début de leur entraînement spécial. La fille déclare avec assurance qu'elle va porter le premier coup, invoquant une énergie sombre et tourbillonnante autour de ses doigts. Le protagoniste, choqué et alarmé, demande à savoir ce qui vient de se passer. Elle explique calmement que tant qu'il ne s'agit pas de son propre sang, il peut utiliser n'importe quoi d'autre, le laissant stupéfait alors qu'elle s'apprête à faire une démonstration. La fille révèle que la fiole contient un liquide fait à partir de sang de vampire collecté par Shiba et les autres. En expliquant son but, elle lui demande d'ajuster la quantité en fonction du nombre de couteaux qu'il souhaite créer, lui montrant une lance unique en guise d'exemple. Le protagoniste se prépare nerveusement à essayer d'utiliser la lance, essayant encore d'assimiler ces nouvelles informations. La fille forme habilement une lance à partir du liquide sombre, impressionnant le protagoniste par la forme tranchante et solide de l'arme. Elle teste ensuite rapidement sa portée avec un coup de pied précis, démontrant son utilité pratique. Avec un regard déterminé, elle se tient prête, saisissant plusieurs couteaux et déclarant qu'elle est sur le point de frapper. Saisissant nerveusement la lance, elle prend son courage à deux mains et hoche la tête avec détermination. Dans une explosion de vitesse, elle s'élance vers l'avant, les yeux fixés sur sa cible. Le protagoniste analyse rapidement la situation, se rappelant que la portée est la clé et que l'adversaire n'est pas juste une arme à vaincre. Saisissant fermement la lance, la protagoniste se prépare alors que l'adversaire lance soudainement un barrage de couteaux. La panique s'installe lorsqu'elle réalise qu'elle est censée combattre à distance et pourtant l'ennemi se rapproche rapidement. La lance s'allonge juste à temps, créant une barrière contre l'attaque imminente. Elle compte soigneusement les couteaux, réalisant qu'il y en a 6 au total, et c'est qu'elle doit en esquiver 2 de plus sur le côté. Alors qu'elle évite de justesse une attaque, sa poigne se resserre sur la lance, consciente qu'il ne reste plus qu'une seule arme. La panique brille dans ses yeux alors qu'elle se rappelle que l'hésitation au combat est une erreur fatale. La protagoniste change rapidement de tactique, saisissant un couteau alors qu'elle affronte son adversaire de front. Soudain, l'ennemi trébuche, lui offrant l'ouverture dont elle a besoin. Saisissant le moment, elle se jette en avant et le plaque au sol avec une féroce détermination. Avec l'ennemi cloué sous elle, elle le nargue froidement, brisant tout espoir qu'il avait de prendre l'avantage. Son regard perçant le déclare comme n'étant rien de plus qu'un fardeau, impuissant malgré sa force de vampire. Calme et inflexible, elle lui suggère de rassembler rapidement ses affaires et de retourner chez ses parents, un renvoi sans équivoque de sa menace. Épuisée et recroquevillée sur le canapé, elle admet qu'elle ne peut même pas lever la main ou le pied après cet entraînement intense. Malgré la difficulté, elle insiste sur le fait que ce régime exténuant est sa propre forme spéciale de discipline. Pendant ce temps, un observateur discret note le changement dans leur dynamique depuis la dernière mission, ressentant une évolution dans l'atmosphère entre deux. La protagoniste confesse sa profonde insécurité, convaincue qu'elle est absolument détestée par Mukiji. Son ami tente de la rassurer, suggérant qu'il ne sait peut-être tout simplement pas comment communiquer correctement. Alors qu'elles sont assises ensemble tranquillement, une voix lointaine mentionne le destin tragique de la sœur d'Anzu, tuée par un vampire, ajoutant un poids sombre à la conversation. La conversation prend un tour sombre lorsqu'il est révélé que de nombreux membres de l'escouade ont perdu de la famille à cause des vampires, ce qui alimente un profond ressentiment. Malgré cela, l'ami rappelle gentiment à la protagoniste que ses jugements sévères viennent de ceux qui ne connaissent pas sa vraie nature. Avec un sourire tendre, elle l'assure qu'une fois que les gens comprennent qui est réellement la protagoniste, ils ne peuvent s'empêcher de s'attacher à elle. L'ami encourage la protagoniste à donner le meilleur d'elle-même lors de l'entraînement spécial de demain, promettant de s'occuper d'elle si elle se donne trop de mal. Épuisée, la protagoniste s'effondre sur le banc, submergée mais reconnaissante. Plus tard, elle partage un repas calme avec d'autres personnes, et l'ami lui offre un geste réconfortant, renforçant son soutien. Alors que l'ami fait tranquillement la vaisselle, la protagoniste se demande pourquoi elle a été choisie comme partenaire d'entraînement spécial du vampire. Ayant l'impression d'être le pire choix possible, l'ami lui rappelle calmement que le vampire semblait autrefois imbattable, et que seule une personne qui comprend ses propres faiblesses peut être véritablement forte. L'ami explique que seule une personne comme la protagoniste peut enseigner aux vampires une forme de force unique, et il pense que leur compatibilité n'est pas mauvaise du tout. Souriant doucement, il souligne qu'ils partagent la même nature bienveillante.
alors qu'il s'apprête à partir, il lui dit de se préparer à rentrer chez elle dès que sa moto arrivera. Serrant fermement son casque, elle prend son courage à 2 mains avec une détermination tranquille. Lorsqu'on lui demande si elle rentre déjà chez elle, elle confirme rapidement, surprenant son amie par sa soudaine résolution. L'atmosphère change alors qu'elle se prépare à affronter ce qui l'attend. La protagoniste admet qu'elle est faible, petite, de taille modeste et manquant de force. Elle explique qu'en raison de ses faiblesses, elle combat en exploitant le timing et les attaques surprises. Accepter ses vulnérabilités et les utiliser de manière stratégique est également une façon valable de se battre. On conseille à la protagoniste de s'observer plus objectivement et de trouver un style de combat qui lui convient mieux. Elle acquiesce silencieusement, assimilant le conseil avec détermination. Alors que la pratique continue, elle se pousse à continuer malgré l'épuisement, demandant juste un dernier round avant d'arrêter pour la journée. Malgré l'esquive de l'attaque de toutes ses forces, la protagoniste réalise que sa défense est au point de rupture. Elle serre fermement son arme, reconnaissant que le simple fait d'éviter les attaques ne suffit pas lorsque ses faiblesses sont si nombreuses. Son adversaire lui conseille de s'observer plus objectivement pour trouver une meilleure stratégie. Une prise de conscience soudaine survient. La véritable force de la protagoniste réside en elle-même. Elle envisage l'idée de concentrer toute sa puissance en un seul endroit, en particulier lorsqu'elle est au maximum de sa force et incapable d'être submergée. Cette intuition suscite une résolution déterminée alors qu'elle commence à comprendre comment exploiter plus efficacement ses capacités. La protagoniste lance soudainement son arme avec une force surprenante, prenant son adversaire au dépourvu. L'adversaire plisse les yeux, réalisant que ce mouvement inattendu signale un changement de stratégie. Alors que l'arme vole, la tension monte, laissant présager que le combat est sur le point d'entrer dans une phase plus intense. Rassemblant la moindre once de ses forces, la protagoniste serre les poings fermement, la détermination brillant dans ses yeux malgré l'effort. Son adversaire se prépare, agrippant solidement son arme, prête à résister au coup imminent. Le choc entre leur volonté et leur puissance est sur le point d'éclater avec une force implacable. Le coup de poing de la protagoniste fracasse l'arme qu'elle tenait, laissant son adversaire stupéfaite et les yeux écarquillés par le choc. L'impact soudain la prend visiblement au dépourvu, signalant un tournant critique dans leur combat. La protagoniste réfléchit à sa réussite, réalisant que c'est la première fois qu'elle gagne un combat en réfléchissant et en agissant par elle-même. Pendant ce temps, un moment de jeu se déroule lorsqu'un chien mord l'une des filles, apportant un contraste léger à la tension. À l'extérieur, l'atmosphère bascule vers une scène de quartier tranquille où l'inquiétude persiste, laissant entendre que quelqu'un pourrait être en danger malgré les assurances. La protagoniste s'occupe soigneusement des plantes, craignant que le fait de se trouver dans un endroit aussi exposé ne conduise à se faire marcher dessus. Une fille à côté réfléchit à leur compatibilité, estimant que leur gentillesse est un trait partagé. Pendant ce temps, un chat curieux observe attentivement un escargot, tandis qu'une paire de bottes s'approche, accompagnée d'une voix exprimant une profonde aversion pour les vampires. Alors que le soleil se couche sur le quartier tranquille, une conversation sincère se déroule entre les deux filles, l'une rassure l'autre en lui disant qu'elle ne la déteste pas vraiment, laissant entrevoir des sentiments plus profonds sous la surface. La protagoniste, assise à proximité, écoute attentivement, son expression pensive et incertaine. Alors qu'elle marche dans le quartier tranquille, une fille rappelle en plaisantant à l'autre d'utiliser ses poings lorsqu'elle a affaire à des vampires. L'autre répond avec un sourire chaleureux, avouant à quel point elle tient vraiment à Anzu. Leur échange de taquineries continue, révélant un lien tendre sous leurs paroles pleines d'entrain. Cachés derrière un poteau et quelques buissons, les deux regardent les filles passer, partageant un moment de soulagement tranquille en les voyant sourire toutes les deux. Leur regard subtil et leur doux sourire révèlent une complicité plus profonde entre eux. Pendant ce temps, le chat curieux se demande tout haut pourquoi ils se comportent comme des harceleurs, observant la scène à distance. Le train avance avec fracas, transportant les filles alors qu'elles discutent des 3 bases principales de leur unité, Yokohama, Kobe et leur propre région du nord de Kyushu. L'une d'elles explique que leur mission se concentre sur Kyushu, Okinawa et le centre de la Chine, tandis que l'autre écoute attentivement, curieuse de savoir ce que leur camarade Fushimizu leur a enseigné. Arrivant à Beppu pour une mission conjointe avec la 7e escouade, la scène montre le quai animé de la gare rempli de voyageurs, posant le décor pour le prochain chapitre de leur voyage. Le quai de la gare de Beppu est calme sous un ciel dégagé, avec quelques voyageurs qui attendent tranquillement. Notre protagoniste se tient debout, seul, découvrant ce nouvel environnement alors que le voyage se poursuit. Ce moment marque leur première arrivée à Wata, un nouveau chapitre qui s'ouvre devant eux. La 7e escouade est déjà partie de son côté pour une course distincte,
Laissant les filles deviner où se retrouver dans la gare, l'une d'elles se demande à haute voix quel est le point de rendez-vous, tandis que l'autre demande si elles ont déjà rencontré Anzu auparavant. La réponse est qu'elles ont seulement échangé des salutations pendant l'entraînement, mais n'ont jamais eu de véritable rencontre. Les filles discutent de la nature de leur mission conjointe, notant que même si elles opèrent habituellement au sein de leurs propres escouades, elles patrouillent cette fois-ci ensemble pour améliorer la communication entre les équipes. Pendant qu'elles parlent, une curieuse créature à 3 yeux les observe depuis l'intérieur d'un sac. Pendant ce temps, la gare reste animée par les voyageurs, installant le décor de leur prochaine collaboration. Le vice-capitaine de la 7e escouade apparaît, tenant calmement un livre et confirmant qu'ils viennent d'arriver eux aussi. La fille le reconnaît et se rappelle son nom, Shinonome. Soudain, une autre fille se précipite avec enthousiasme pour lui dire bonjour, rompant ce moment de calme. La fille révèle avec enthousiasme que Makoto est le jeune frère d'Arizaki, ce qui surprend les autres. Arizaki, décontenancé, proteste en disant qu'ils vivent ensemble et n'ont pas été séparés, tandis que la fille insiste sur le fait qu'elle voulait le revoir après tout ce temps. En observant la scène, la première fille commande discrètement à quel point ils semblent proches. Pendant ce temps, Makoto demande nerveusement du thé au vice-capitaine, essayant de détourner l'attention de ses retrouvailles affectueuses. La fille se remémore silencieusement un moment du passé, son expression sérieuse alors qu'elle tend une bouteille de thé. Pendant ce temps, Makoto observe nerveusement les retrouvailles affectueuses à distance, demandant discrètement du thé pour apaiser la tension. Malgré la scène chaotique derrière lui, il parvient à esquisser un petit sourire reconnaissant en recevant la boisson. La fille se rappelle en silence une promesse sérieuse faite par son ancien maître de ne pas tuer Mebashi Shinonome. Alors que le groupe se rassemble et se prépare à commencer sa patrouille, l'atmosphère passe de la réflexion à l'action. Pendant ce temps, un jouet pour chat gratte avec ardeur, signalant l'urgence de se mettre en route. Le groupe se prépare et accepte avec enthousiasme de commencer la patrouille immédiatement. En arrivant à la gare, la curiosité s'éveille autour d'une statue particulière, ce qui déclenche un moment photo joyeux malgré une certaine hésitation. L'énergie est légère et pleine d'espoir alors que le premier jour de leur partenariat commence. La fille ajoute joyeusement un nouveau contact sur son téléphone après l'avoir refait à cause d'interférences antérieures. Pendant ce temps, le jeune homme calme se présente sous le nom de Makoto Arizaki, vice-capitaine de la 7e escouade. En lui tendant la main pour la saluer, il se serre la main, échangeant des paroles polies alors que la fille avoue nerveusement que c'est sa première patrouille, incertaine de ce qui l'attend. Makoto explique comment le radar portable détecte les réactions des vampires pour guider leur patrouille. Lorsqu'ils activent l'appareil, celui-ci émet une série de bips, les alertant d'une activité à proximité. Soudain, les signaux s'arrêtent, les laissant tous deux perplexes et vigilants. L'alarme se met soudainement à biper, signalant une réaction de vampire sur le radar, et la fille réalise qu'elle provient de Satu. Ils discutent de la possibilité de régler l'appareil pour qu'il ne réagisse pas à lui, Makoto confirmant que l'intensité de la réaction est normale. Pendant ce temps, un curieux chat à 3 yeux apparaît, poussant Makoto à se demander si l'appareil ne fonctionne pas mal. Le curieux chat à 3 yeux passe par là, provoquant une réaction pensive de la fille qui reconnaît que les vampires sont peut-être plus courants que prévu. Pendant ce temps, le garçon mentionne nonchalamment que leur sortie est en partie un voyage de consolation, la surprenant avec cette idée de voyage. Alors que le moment s'adoucit, elle souhaite discrètement que Fushimizu ait pu se joindre à eux. Alors qu'ils marchent ensemble, le garçon mentionne que bien qu'il travaille aujourd'hui, il se rendra dans une source chaude demain, ce qui suscite son enthousiasme. Ils discutent de la proximité qui semble régner au sein des équipes de justiciers, le garçon notant que sa propre équipe ressemble plutôt à des collègues. Elle se demande discrètement si leur équipe est vraiment si unie après tout. Pendant qu'ils marchent, le garçon remarque que leur équipe ressemble à une famille unie, poussant la fille à répéter discrètement le mot « famille » pour elle-même. Touché par cette pensée, il remarque sa réaction et commente sa réponse honnête, la taquinant gentiment sur sa franchise face au compliment. En traversant la rue, il lui demande si c'est la première fois qu'elle vient à Atsuhita, ce qu'elle confirme avec enthousiasme. Il propose de leur servir de guide puisqu'il est de la région et qu'il n'ait pas de service cette fois-ci, suggérant qu'ils rejoignent les autres pour aller aux sources chaudes. Ses yeux pétillent d'anticipation à la mention de l'encens, tandis qu'il admire discrètement son enthousiasme sincère. Pendant ce temps, le chat rouspète de ne pas être autorisé à venir parce qu'il s'agit d'une source chaude, rappelant à tout le monde qu'il n'est qu'un chat après tout. À ce moment-là, les filles savourent du tempura de poulet croustillant, vantant sa délicieuse saveur. L'une d'elles essaie de convaincre Mumei d'en goûter, mais celle-ci reste silencieuse et distante, probablement trop rassasiée pour manger. Les autres s'en amusent en riant,
devinant qu'elle doit déjà être complètement pleine. L'heure sur le téléphone indique 17h56 au moment où la scène change. Soudain, une fille s'élance et s'accroche fermement au garçon, l'appelant avec enthousiasme. Il a l'air surpris mais ne résiste pas alors qu'elle l'entoure de ses bras, tandis que deux filles à proximité se saluent chaleureusement après une longue journée. Lorsqu'on les interroge sur Mumei, ils se rendent compte qu'elle est déjà rentrée à l'hôtel, laissant tout le monde un peu perplexe. Le garçon entrelace gentiment son auriculaire avec le sien, exprimant des regrets. À côté, on dit au chat de patienter pendant que la fille invite joyeusement Anzu à entrer. Dans le bain, le garçon demande à Anzu ce qu'elle a dit à Mumei aujourd'hui, mais elle répond timidement que ce n'était rien de spécial, le laissant curieux. Alors qu'elles se détendent dans le bain, la fille se demande ce qu'elle devrait dire demain puisqu'elles seront ensemble. Les autres mentionnent que les préférences de la haute direction ont éloigné certaines nouvelles recrues, la laissant elle-même incertaine sur beaucoup de choses. Discrètement, elle espère en apprendre davantage sur Mumei d'ici le lendemain. Seule dans la salle de bain calme, elle se tient devant le miroir, ses pieds nus touchant le carrelage froid tandis que des vêtements jetés gisent oubliés à côté, ses doigts suivent la cicatrice irrégulière qui barre sa poitrine, un rappel silencieux de quelque chose de profondément personnel. En croisant son propre regard, un mélange de contemplation et de mélancolie brille dans ses yeux. Au début de la journée, le groupe se met en route avec détermination, se taquinant joyeusement en chemin, leurs plaisanteries légères résonnent dans les rues, laissant deviner les liens étroits qu'ils partagent. Pendant ce temps, une fille lève les yeux d'un air pensif, prise entre cet échange animé et ses propres réflexions intérieures. Le deuxième jour, le protagoniste et Satu se séparent d'Anzu et des autres, partageant un silence tendu. Malgré la présence tranquille d'un chat et d'un passant, ils n'ont toujours pas échangé un seul mot. La frustration et l'anxiété grandissent au fur et à mesure que le silence s'étire, laissant le protagoniste désespéré de trouver une ouverture. Déterminé à briser le silence, le protagoniste y voit une chance de se rapprocher et tente de lancer une conversation. Il l'interroge sur son nom, ses origines, ses aliments préférés, ses couleurs et ses proches, mais chaque fois, elle se contente de répondre par un vague « je ne sais pas ». La frustration augmente car ses réponses évasives le maintiennent à distance. Elle révèle qu'elle ne connaît pas son propre nom, ni son lieu de naissance, ni quoi que ce soit sur ses parents, épaississant le mystère qui entoure son passé. Lorsque le protagoniste s'excuse nerveusement, elle l'interroge sur le sens de ses questions, et il avoue qu'il veut simplement une raison de se rapprocher. Leur échange tendu s'intensifie lorsqu'elle lui demande si une telle proximité est vraiment nécessaire. Elle admet qu'elle n'a jamais réfléchi à la nécessité de l'amitié et elle veut simplement être amie. Remettant cela en question, elle demande si le protagoniste a vraiment besoin d'elle comme amie. Pendant ce temps, un homme prévient fermement qu'elle ne doit pas être tuée, insistant sur le fait qu'elle deviendra essentielle pour eux à partir de maintenant. La scène se termine par une confirmation tranquille de cette nécessité. Elle admet discrètement qu'elle a besoin de lui aussi, d'une voix douce mais sincère. Le moment se prolonge entre eux, chargé de sentiments non dits. Alors qu'ils se tiennent ensemble dans la rue déserte, son cœur bat régulièrement, signalant un lien fragile mais grandissant. Alors que les gouttes de pluie commencent à tomber, les filles se précipitent pour trouver un abri, s'encourageant mutuellement à attendre que la pluie cesse à l'intérieur d'une boutique voisine. Malgré l'averse soudaine, l'une d'elles remarque qu'elles n'ont pas encore trouvé d'endroit pour rester au sec. La rue commerçante, calme et vide, s'étire devant elle, complètement déserte sous la pluie. Soudain, une alarme retentit dans la rue commerçante déserte, faisant sursauter les filles. La panique s'installe lorsqu'elles réalisent que le danger se rapproche, et l'une d'elles appelle l'autre de toute urgence pour attirer son attention. La tension monte alors qu'elles se démènent pour décider de leur prochain mouvement au milieu de la sirène hurlante. Au milieu de l'alarme incessante qui retentit autour d'elles, les filles s'appellent avec anxiété, se pressant mutuellement de s'arrêter et de rester en sécurité. L'une d'elles sort rapidement son téléphone, déterminée à contacter leurs amis pour obtenir de l'aide. Pendant ce temps, un chat à 3 yeux observe la scène tendue, ses grands yeux reflétant l'urgence du moment alors que la pluie continue de tomber à verse. Alors que la pluie continue de tomber à verse, une fille serre nerveusement son téléphone, sentant que quelque chose ne va pas dans la ruelle étroite. Soudain, une silhouette saute d'en haut, la prenant complètement au dépourvu. Ses yeux s'écarquillent sous le choc alors que la présence inattendue s'approche. L'homme s'accroupit, saluant d'un « ça faisait longtemps » familier, tout en tenant délicatement le chat à 3 yeux. Les yeux de la fille s'écarquillent de surprise en le reconnaissant et en l'appelant par son nom, Satu. La tension change alors que ces retrouvailles inattendues se déroulent dans la ruelle détrempée par la pluie. Le moment de tension s'intensifie lorsqu'une fille saisit soudainement l'autre à la gorge,
un sourire cruel sur le visage, la victime lutte pour respirer, sa panique et sa douleur étant évidentes alors qu'elle allait et tente de résister, le désespoir s'installe alors qu'elle se bat pour avoir de l'air, son corps tremblant sous cette poigne implacable. La fille révèle que son ancien maître lui avait ordonné de ne pas tuer Shinonome Mebashi, mais qu'aucune instruction n'avait été donnée concernant le fait de lui faire du mal, la victime à l'aide de douleur, se débattant désespérément alors que l'étreinte se resserre autour de sa gorge. Pendant ce temps, l'homme qui tient le chat regarde silencieusement, son expression restant indéchiffrable au milieu de la tension. L'homme mystérieux et Mumei unissent leurs forces, leurs mains fermement jointes alors qu'une toile de destin se tisse autour d'eux, leur alliance met en marche le plan de l'ex-maître, entrelaçant les destins de Mebashi et Satou d'une manière qui reste à découvrir. La ruelle calme résonne de tension, signalant le calme avant la tempête. Alors que la pluie commence à tomber, le trio Mebashi, Satou et Arisa se tient tranquillement sous un auvent, prenant acte de l'averse soudaine. Malgré les prévisions météo qui annonçaient un ciel dégagé, la pluie arrive par surprise, les obligeant à adapter leur plan. Mebashi, grelottant légèrement, regarde son téléphone, notant ce changement inattendu. Alors que la pluie continue de tomber, un appel arrive sur le téléphone, et Mebashi répond nerveusement. Soudain, un grand bruit fait sursauter le groupe, les faisant tous sauter de surprise. La tension monte alors qu'ils essaient de comprendre l'origine de ce bruit inattendu. Mebashi, encore secoué, serre fermement son téléphone tout en appelant nerveusement sa sœur, la voix tremblante d'inquiétude. Pendant ce temps, une voix tendue réprimande quelqu'un pour sa trop grande dureté, laissant deviner une situation conflictuelle. À proximité, une silhouette tente de réveiller une personne inconsciente, l'urgence étant évidente dans son ton alors qu'elle l'appelle à plusieurs reprises. La fille, attachée à une chaise dans une pièce austère et carrelée, commence lentement à reprendre conscience, son corps tremblant alors qu'elle essaie de bouger, confuse et désorientée, elle se demande où elle se trouve, tandis qu'une silhouette calme s'approche avec un sourire rusé, la saluant d'un ton détaché. L'homme dévoile soudain une étrange créature ressemblant à un chat, faisant tressaillir la fille de surprise. Elle demande anxieusement si la créature est inconsciente, soulagée d'apprendre qu'elle est indemne. L'homme l'assure nonchalamment qu'il ne la tuera pas, tournant sur lui-même avec le chat à la main, tandis qu'elle se débat contre ses liens, cherchant désespérément à comprendre où ils sont et pourquoi cela se produit. L'homme explique froidement qu'elle doit rompre son contrat avec Adam, l'exhortant à arrêter de perdre son temps avec des meurtres inutiles et à régler les choses directement. La fille, choquée et confuse, s'interroge sur la mention d'Adam et d'une mission, tandis que l'homme sourit d'un air narquois, confirmant avec désinvolture que Mumei n'est qu'un chien. La fille se tient seule sur un toit, contemplant la ville tout en répondant calmement qu'il n'y a pas de problème pour l'instant. Elle touche nerveusement ses cheveux tout en serrant un livre contre elle, son cœur battant de plus en plus fort à ses oreilles. En réfléchissant à une personne nommée Shinonome Mebashi, elle révèle que cette personne a été modifiée pour obéir aveuglément aux ordres d'un vieil homme, perdant ainsi toute conscience d'elle-même. La fille, tremblante et confuse, demande ce que signifie qualifier quelqu'un de chien. L'homme explique calmement que, tout comme un chien qui obéit aux ordres s'asseoir ou donner la patte sur commande, Mumei suivra n'importe quel ordre donné, même si on lui demande de tuer Shinonome Mebashi. Lorsqu'elle demande si Mumei est vraiment un allié et s'interroge sur le rôle de l'homme, celui-ci déclare fermement que si l'ordre lui est donné, elle tuera sans hésitation. Submergés par la terreur et le désespoir, les personnages éclatent en sanglots incontrôlables, leur corps tremblant violemment alors qu'ils crient leur détresse. Le poids de la situation les écrase, les laissant complètement brisés et désespérés. Malgré le couteau enfoncé de force dans sa bouche, il insiste sur le fait qu'ils n'ont aucun désir réel de tuer, cherchant seulement un contrat avec Adam pour exploiter leur pouvoir à bon escient. Son corps tremblant lutte pour rester immobile, tandis que son visage baigné de larmes révèle sa confusion et son désespoir alors qu'il implore de la compréhension. À proximité, un chat est étendu paisiblement, contrastant avec le moment tendu et douloureux qui se déroule. L'homme ouvre de force la bouche de la femme, lui disant que le pouvoir du vampire originel est bien trop grand pour elle. Elle tremble sous le choc et la peur, à peine capable de parler alors qu'il insiste pour qu'elle dise « Naï », ses grands yeux terrifiés se fixent sur lui, submergés par la gravité de son ordre. L'homme enfonce cruellement le couteau plus profondément dans la bouche de la femme, se moquant de sa prétendue perte de mémoire en la narguant d'un rire sinistre. She tremble violemment, son corps s'agitant de manière incontrôlable dans la cellule froide et humide alors que le poids de son tourment brise son esprit. La révélation glaçante concernant les ancêtres vampires originels plane de façon menaçante à l'arrière-plan, soulignant le fardeau impossible auquel elle fait face. L'homme sourit avec une satisfaction tordue en tenant le chat par les oreilles, inspectant nonchalamment les dégâts.
À côté, la femme blessée s'effondre contre le mur, ensanglantée et affaiblie, tandis que l'homme nettoie la blessure avec désinvolture, minimisant la gravité de la situation en disant qu'il s'agit juste d'une légère stimulation cérébrale. Le chat, désormais installé sur un coussin, regarde la scène d'un air indifférent alors que l'homme se rappelle soudainement quelque chose d'important qu'il avait oublié de mentionner. Le chat tressaille légèrement, attentif au changement soudain dans la pièce, la porte grince en s'ouvrant, et une nouvelle silhouette entre, rompant le silence tendu. L'homme annonce une présentation, dévoilant un jeune garçon nommé Kei-kun, qui se tient nerveusement aux côtés d'un compagnon souriant et détendu. Le garçon marche timidement aux côtés de l'homme détendu, qui fait remarquer à quel point le garçon semble marcher joyeusement avec sa mère. La femme blessée, toujours faible et tremblante, essaie de parler de la mère du garçon, sa voix étant à peine stable. L'homme sourit d'un air sinistre, taquinant doucement le garçon, tandis que la femme lutte pour contenir sa frustration et sa peur alors que le garçon tressaille en réaction. Kei-kun tremble violemment, des larmes coulant sur son visage alors qu'il lutte pour garder son sang-froid. L'homme détendu le stabilise doucement, lui chuchotant des paroles rassurantes, mais le garçon vomit soudainement de manière incontrôlable, choquant toutes les personnes présentes. La femme blessée regarde la scène avec horreur, incapable de comprendre ce qui se passe. La femme blessée, tremblante et vaincue, laisse tomber un couteau ensanglanté sur le sol tout en luttant pour parler. Elle supplie que le garçon soit emmené au même endroit que sa mère, sa voix étant faible mais désespérée. Pendant ce temps, une silhouette sinistre rationalise froidement leur meurtre répété, révélant une acceptation glaçante de leur passé violent. Le sourire sinistre de l'homme s'élargit lorsqu'il demande froidement combien de personnes le garçon a tué, son ton étant moqueur et troublant. Le garçon, tremblant et ensanglanté, peine à comprendre la question, son esprit étant embrouillé et confus. À proximité, un homme plus âgé, qui sent l'alcool, se rappelle amèrement avoir été qualifié de vampire, tandis qu'une autre silhouette supplie doucement que l'interrogatoire cesse, submergé par cette sinistre conversation. Le garçon, serrant son flanc blessé, prononce doucement le nom, Shinonome, sa voix étant à peine stable. À proximité, une silhouette grotesque se rappelle la découverte du corps de la femme mais admet que l'homme plus âgé n'a jamais été retrouvé. Le garçon reste seul et brisé, réfléchissant amèrement à la façon dont il pensait autrefois avoir vaincu le vampire, pour se voir détrompé à maintes reprises. Le garçon, hanté et brisé, confesse les larmes aux yeux qu'il a tué des gens pendant tout ce temps. Alors qu'il s'effondre, une créature grotesque aux multiples bouches s'approche de lui, prête à le consumer. La scène s'assombrit tandis que le garçon est englouti, scellant son destin tragique. La créature se souvient de tout clairement à présent, mais son corps semble lourd et engourdi, accablé par l'épuisement. Alors qu'elle se déplace dans la forêt sombre, le silence mystérieux n'est rompu que par le bruissement des feuilles. Émergeant dans la clairière éclairée par la lune, la silhouette grotesque se tient seule, sa forme troublante projetant une ombre hantée parmi les arbres. La frustration déborde alors que la créature maudit la trahison d'Ève et la folie de traiter avec les humains. Malgré l'épuisement, elle exige qu'il trouve et tue Adam à tout prix. La créature, résignée à sa forme monstrueuse, se demande si quelque chose pourrait changer son destin, avant qu'un bruit soudain n'attire son attention près d'une tombe marquée « Michan ». Un curieux chat à 3 yeux s'approche prudemment, commentant le fait que la créature soit encore en vie et jugeant son état plutôt pas mal. Le cœur lourd de la créature résonne alors qu'elle aspire à un endroit pour se reposer. Le chat lui montre le chemin vers une grande maison fermée par une grille, offrant une lueur de refuge dans la nuit. Le chat à 3 yeux ouvre la marche avec assurance, assurant à la créature que cet endroit n'est pas un mauvais endroit pour se reposer. Soudain, la créature s'effondre, luttant pour bouger son corps et reprendre conscience. Alors que sa perception va et vient, la chaussure d'une silhouette mystérieuse apparaît à proximité, accompagnée d'une voix demandant de qui il s'agit. Le chat à 3 yeux, désormais installé sur un coussin près de la cheminée chaleureuse, entend une voix familière l'appeler par son nom et lui offrir de la nourriture. Malgré ce cadre confortable, l'expression du chat se transforme soudain en une colère féroce, jurant silencieusement de se venger de l'humain qui l'a trahi. Pendant ce temps, le jeune homme souriant suggère gentiment qu'il est temps de manger. Le chat à 3 yeux dévore goulûment la nourriture offerte, ses grands yeux pétillants de faim. Le garçon lui rappelle calmement de manger lentement car cela pourrait être dangereux, admettant que lui aussi a soif de sang mais comprend que ce repas est nécessaire pour le moment. Pendant que le chat mange, il jure silencieusement d'épargner la vie du garçon jusqu'à ce qu'il reprenne ses forces, bien que la menace de vengeance plane toujours sous la surface. Le chat à 3 yeux appelle doucement son père et sa mère, sa voix étant remplie de nostalgie. Il s'arrête près du lit,
fixant l'espace les yeux grands ouverts alors que les souvenirs affluent. Pendant ce temps, un jeune homme annonce joyeusement qu'il part à l'école, avertissant le chat de ne pas entrer dans la forêt dangereuse, et revient plus tard, éreinté et fatigué mais soulagé d'être à la maison. Tard dans la nuit, le garçon pleure en silence, ressentant le poids d'être à moitié humain et la douleur de ne pas s'intégrer malgré sa beauté physique. Il se demande pourquoi les gens sont si cruels les uns envers les autres, alors qu'ils sont tous semblables. À l'extérieur, une présence glaçante rôde dans la forêt enneigée, laissant deviner la surveillance de bon augure du vampire. Le garçon réfléchit en silence à la gentillesse simple qu'il a reçue et les soins apportés à ses blessures, la nourriture et un endroit pour se reposer, réalisant qu'il n'a jamais été question d'une dette envers quiconque. Alors qu'il avance dans la forêt enneigée, il appelle désespérément quelqu'un pour qu'il l'attende, mais l'épuisement le gagne, et il s'effondre dans la neige froide, suppliant doucement de ne pas l'abandonner. Le garçon confesse qu'il a toujours su que la fille n'était pas vraiment Miiko parce que Miiko était morte, là, dans ses bras, malgré la perte de ses deux parents et le fait de vivre seul dans cette maison, il est resté en vie uniquement parce que Miiko était avec lui, même quand tout semblait perdu et qu'il pensait à abandonner. La présence de cette autre personne l'a poussé à continuer. Même si elle n'était pas véritablement Miiko, être avec cette autre présence était réconfortant, une bouée de sauvetage face à la solitude qui l'attendait. Le garçon, serrant une petite fleur, offre tout ce qu'il possède, parlant d'un contrat qui exige un prix et se demande ce que l'autre désire réellement de lui. Le garçon imagine un avenir où il pourrait rencontrer quelqu'un de nouveau, une possibilité qui le remplit d'un espoir prudent. Des souvenirs de chaleur et de connexion défilent devant lui et des sourires, des rires et le réconfort de ses proches l'entourant. Malgré l'incertitude, il insiste doucement auprès de lui-même sur le fait qu'il n'est pas encore temps de renoncer. À genoux dans la neige, le garçon supplie la créature gigantesque et surnaturelle qui se tient devant lui, lui demandant de le protéger à sa place. La forme squelettique et mystérieuse de la créature ainsi que ses immenses ailes planent au-dessus de lui, incarnant le poids du contrat et le pouvoir incertain qu'il détient. Le jeune homme confirme que les événements se déroulent exactement comme Makoto l'avait prédit, tandis que la femme l'exhorte avec enthousiasme à rester concentré. Pendant ce temps, une troisième silhouette analyse les données provenant de la réaction de Sato, suggérant qu'ils sont probablement toujours à proximité et que le suivi de cette réponse pourrait les mener à lui. Le groupe arrive devant un bâtiment délabré, aux fenêtres brisées et aux murs fissurés, signalant le danger à l'intérieur. Alors qu'ils se préparent à entrer, un avertissement les invitant à rester prudents est échangé, accentuant la tension. À l'intérieur, la vision troublante d'une fille emmêlée dans des vrilles ressemblant à des vignes confirme leur pire crainte. Ce sauvetage ne sera pas facile. L'homme, adossé avec une expression fatiguée, fait remarquer à quel point les choses progressent rapidement. Il pose délicatement sa main sur la grande et étrange créature à ses côtés, suggérant qu'il est temps pour eux de bouger. La pièce calme conserve un étrange apaisement alors que la créature répond doucement, tandis qu'une voix lointaine l'appelle. Alors que la nuit tombe sur le quartier calme, une jeune fille appelle joyeusement son père pour l'inviter à dîner. Elle l'entoure chaleureusement de ses bras, sentant que quelque chose de bien s'est produit. Pendant ce temps, le père se tient près de la fenêtre, perdu dans ses pensées, alors que la soirée paisible se déroule. Le père rassure gentiment sa fille en lui disant que le travail se passe bien et que sa mère sera bientôt de retour à la maison. La fillette rayonne de joie, le serrant fort dans ses bras alors qu'elle attend avec impatience de revoir sa mère. La chaleur de leur lien remplit la pièce calme d'espoir. Le protagoniste révèle que sa tâche consiste à remettre Adam au vieil homme, mais il n'est pas trop inquiet. Au pire, quelqu'un pourra au moins s'échapper. Alors qu'il se prépare à se diriger vers la sortie de secours, un bruit soudain attire son attention, signalant que quelque chose d'inattendu est sur le point de se produire. Le protagoniste affronte l'homme face à lui, serrant fermement son épée avec détermination. Ses yeux se plissent derrière ses lunettes lorsqu'il demande froidement si leur prochaine rencontre se terminera par la mort. Soudain, une femme apparaît, visant avec une arme et appelant quelqu'un pour l'inciter à se diriger vers une autre sortie. La tension monte alors que cette rencontre inattendue se déroule. Encerclé et sans aucun moyen de s'échapper, le protagoniste fait face à une embuscade mortelle. Alors que la tension monte, il brise calmement les liens qui entravent son poignet, du sang découlant de l'effort. Avec un sourire froid, il déclare qu'aujourd'hui sera le dernier jour de l'ennemi en vie. Alors que le protagoniste se libère rapidement, une étrange créature demande de toute urgence où se trouvent Mebashi et Satou. Il scrute rapidement le couloir, réalisant que la réponse pourrait se trouver dans la pièce tout au fond. N'ayant pas de temps à perdre, il fonce vers l'avant, empoignant fermement son épée, prêt à affronter ce qui l'attend. Le protagoniste s'avance prudemment, l'épée prête,
tandis que les étranges créatures réagissent avec choc à sa soudaine apparition. L'une d'elles s'interroge sur l'identité du vampire, tandis que le protagoniste réalise qu'il était protégé par derrière depuis le début. Soudain, une femme l'appelle d'urgence en pointant son arme sur lui, stoppant sa progression. L'inquiétante créature prévient que quelqu'un pourrait mourir s'il tire, tandis que la femme mentionne de façon menaçante que Mebashi est à l'intérieur avec eux. Soudain, le protagoniste s'élance vers l'avant, mais la créature le bloque promptement, lui demandant s'il a laissé entrer le vampire. La tension monte d'un cran alors que la créature se prépare à frapper, déterminée à empêcher tout sauvetage. Piégée au sein de la masse pulsante, elle ressent une chaleur inattendue l'envelopper, une prise de conscience se fait. Satu et elle ont été avalés ensemble par le vampire, des sons étouffés lui parviennent, soulevant des questions sur ce qui l'attend, mais au milieu de l'incertitude, elle se rappelle la douloureuse vérité, c'est elle qui a tué son père adoptif. Hantée par le souvenir d'avoir tué son père adoptif, elle se demande si son entourage la traiterait toujours de la même manière s'il connaissait la vérité. Le doute et la peur pèsent lourdement sur elle, alors qu'elle se demande si leurs relations pourront un jour redevenir comme avant. Cette pensée la terrorise profondément, la laissant isolée et vulnérable. Alors que le désespoir menace de les consumeurs, la protagoniste se ressaisit, refusant d'accepter le rejet de tout le monde. Déterminée, elle prend la résolution de ne pas mourir piégée dans ce cauchemar. Pendant ce temps, la créature à 3 yeux déclare fermement qu'elle ne baissera pas les bras sans se battre. La protagoniste est allongée au milieu d'une étrange masse organique, son regard fixé sur la créature à 3 yeux devant elle. La créature la prévient de ne pas être imprudente, révélant qu'elle a également entendu la voix de leur ennemi. La tension monte alors que toutes deux se préparent à ce qui va suivre, l'atmosphère étant lourde d'anxiété. La créature s'élance vers l'avant, appelant Mebashi de toute urgence. Le protagoniste prévient qu'attaquer pourrait également blesser Mebashi, se demandant si elle peut seulement sortir de là. Malgré les risques, Mebashi surgit soudainement, surprenant tout le monde. Mebashi jaillit de la masse organique, prenant tout le monde de court. Le protagoniste s'accroche à la petite créature, pressant tout le monde de battre en retraite rapidement pour leur sécurité. Pendant ce temps, une autre silhouette se prépare à agir avec détermination. Un souvenir chaleureux refait surface, montrant un groupe d'amis souriant ensemble, rappelant aux protagonistes qu'ils ne sont pas seuls. De retour au présent, la petite créature demande de l'aide malgré la douleur, et le protagoniste l'avertit que faire appel à son pouvoir pourrait être trop lourd à supporter pour son corps, et peut-être même fatal. Pourtant, lorsqu'on lui demande s'il veut toujours essayer, la créature accepte discrètement, montrant sa détermination. Malgré la douleur et les risques, elle se serre fort contre la petite créature, sa voix tremblante mais résolue alors qu'elle déclare sa détermination à aller de l'avant quoi qu'il arrive. La petite créature peine à bouger, prise au piège dans une forme grotesque et oppressante, tandis que la protagoniste se précipite vers l'avant avec désespoir. Du sang goutte de la bouche de la créature, montrant le prix que ce pouvoir exige. Mêlant choc et inquiétude, la protagoniste la supplie de continuer, refusant de renoncer maintenant. Soudain, un puissant coup de poing atteint la protagoniste de plein fouet au visage, la projetant en arrière dans les escaliers. À proximité, un témoin choqué regarde la violente attaque se dérouler. Impuissant, la tension monte en flèche alors que la protagoniste lutte pour rester consciente, le combat étant loin d'être terminé. Contusionnée et blessée, la protagoniste peine à se relever, sa voix faible mais désespérée alors qu'elle appelle à l'aide. Une alliée inquiète se précipite pour la soutenir, tandis qu'une silhouette sinistre se profile à proximité, murmurant à plusieurs reprises le mot glaçant, « tuer ». La tension s'intensifie à mesure que le danger se rapproche, et la protagoniste se raccroche au fragile espoir de survivre. Juste au moment où la protagoniste est sur le point de s'effondrer, un coup vif et décisif la frappe, la blessant profondément. Ses yeux s'écarquillent sous le choc et la douleur alors que la gravité de la blessure devient évidente. Pendant ce temps, une alliée lance un appel urgent, rassemblant les autres pour protéger les blessés avec une féroce détermination. La frustration bouillonne alors que des mains tremblantes marmonnent des jurons dans leur barbe, luttant pour reprendre le contrôle. Des bruits de pas résonnent de manière de bon augure dans les escaliers, se rapprochant à chaque pas. Une voix inquiète appelle pour s'assurer que la protagoniste va bien, ce à quoi elle répond faiblement. Malgré sa douleur, la protagoniste trouve du réconfort dans une voix familière qui appelle doucement son nom. Soutenue par une alliée attentionnée, elle est portée en haut des escaliers, accueillie avec chaleur et soulagement. Un moment tranquille de réassurance s'installe alors qu'elle s'accroche fermement, reconnaissante d'être en sécurité pour le moment. Le sang coule régulièrement de la blessure, se répandant sur le sol tandis que de lourdes respirations s'échappent.
la personne blessée lance un regard noir empreint d'une féroce détermination malgré la douleur, murmurant une vive réprimande. Soudain, un coup désespéré et agressif est lancé en direction de la silhouette silencieuse qui se tient devant elle. Le protagoniste se retrouve immobilisé, des vrilles s'enroulant étroitement autour de ses membres, scellant son destin, alors que l'étreinte étouffante se resserre, ses yeux restent grands ouverts, emplis d'un mélange de choc et de défi, une éclaboussure soudaine et violente de liquide jaillit lorsque les vrilles transpercent le corps, tandis qu'un murmure glaçant répétant « Tué » résonne sans relâche autour d'eux. Le protagoniste se tient au-dessus de la silhouette déchue, l'épée à la main, souhaitant silencieusement pouvoir la ramener avant que tout ne brûle. Le blessé, allongé sur le sol, se focalise sur un unique mot mortel, « tué », répété avec une intensité inébranlable dans ses yeux grands ouverts et désespérés. Le protagoniste exige de savoir si Kaed est toujours en vie sur leur territoire, sa voix coupant à travers les murmures incessants de « tué » qui l'entourent. Il demande si le blessé a déjà perdu son humanité, défiant cette conscience vacillante avec une froide et vive résolution. Pendant ce temps, la silhouette blessée réplique faiblement, niant toute connaissance de la femme du protagoniste, admettant avoir une mémoire fragile qui s'échappe à chaque pas. Le protagoniste accepte froidement le défi déclinant du blessé, allumant un briquet avec une solide résolution. Il jure de veiller à ce que les rites funéraires du défunt soient accomplis, malgré l'avertissement amer de ne pas s'en mêler. Avec un dernier ordre sévère, il presse la figure mourante de s'éteindre rapidement. Le regard du protagoniste se durcit alors que le briquet s'enflamme. D'une main ferme, il abandonne les restes ardents aux flammes, puis saisit la jambe de la silhouette qui s'efface, l'exhortant à lâcher prise. Alors que le feu rugit, le protagoniste se détourne et gravit les marches avec une froide détermination, laissant le passé brûler derrière lui. 6 mois plus tard, le protagoniste se tient au bord du rivage avec un petit chat, espérant discrètement que celui-ci n'est pas humain. Il mentionne que les autres seront pris en charge par Fushimizu et son groupe, signalant un premier pas timide pour tourner la page. Alors que les vagues s'écrasent doucement, le protagoniste se détourne, le poids du passé planant toujours mais s'estompant lentement. Le protagoniste se demande à haute voix où Mumei et l'ancien commandant ont bien pu passer, tandis que le chat donne une réponse évasive. À proximité, d'autres supposent que Nobor est peut-être déjà mort quelque part, alors que les vagues viennent lécher doucement le rivage. La tranquille incertitude de ce qui nous attend plane dans l'air. Il a été révélé que l'ancien commandant et Mumei avaient disparu. Entre-temps, on a découvert que les anciens commandants transformaient systématiquement les gens en vampires, semant le chaos au sein des rangs. Les recherches menées par Shiba et son équipe ont démontré que le sang des humains transformés en vampires contenait les mêmes composants que le sang de Sato. Le protagoniste contemple silencieusement la cicatrice sur son visage, se demandant s'il était vraiment préférable de la laisser non guérie. Il décide de garder cette marque comme un rappel pour ne pas oublier le passé. À proximité, le chat réfléchit à la nécessité de protéger convenablement celui qui a conclu un contrat avec le prédécesseur du protagoniste, éveillant la curiosité au sujet de cette mystérieuse figure. Alors que le groupe s'apprête à se séparer pour la nuit, l'un d'eux appelle Mebashi pour lui demander ce qu'elle veut manger. Il mentionne que Fushimizu préparera le petit déjeuner demain matin et, sur cette assurance, les autres décident de rentrer tôt chez eux. Mebashi répond joyeusement, prête à savourer le repas préparé pour elle. Avec un sourire timide et un léger rougissement, elle exprime doucement son simple souhait d'avoir un morceau de pain, ses paroles apportant une douce chaleur face à l'immensité de la mer. Peu importe à quel point leur cœur est sur le point de se briser ou que les larmes troublent leur vision, et même lorsque la solitude menace de les submerger, le groupe reste déterminé à affronter tout ce qui les attend. Alors que la soirée s'installe au bord de la mer, leur tranquille résolution est accueillie par un tendre appel pour Mebashi, qui répond timidement, prête à rentrer à la maison pour partager un repas tout simple. Le soleil se couche doucement sur la plage tranquille, projetant de longues ombres alors que le groupe se tient ensemble, un petit chien à leur côté. Ils ne sont plus seuls, leur lien brille aussi intensément que la lumière déclinante. Ce moment marque un nouveau départ plein d'espoir, uni face au jour à venir.